Bonjour, je vous remercie à tous d'être là pour ce nouveau cycle qu'on commence sur la question de l'hérédité génétique et épigénétique. Et je voudrais aussi avant tout remercier Richard Martin et le Théâtre Toursky qui, de façon indéfectible, nous ont accueillis dans leur salle de théâtre depuis 2013 et qui ont permis à cette université populaire d'exister. Et il a fait ça de façon solidaire et nous encourage à chaque fois à poursuivre ce qu'on fait ici. Donc merci à Richard et au Théâtre Toursky. Alors, pourquoi un cours sur l'hérédité génétique et épigénétique? La dernière fois que je me suis exprimé sur cette scène, c'était en 2016. J'avais fait un cours sur l'hérédité génétique des caractères comportementaux. J'avais posé la question de savoir s'il y avait une transmission génétique des caractères comportementaux et des pathologies psychiatriques, etc. Et en fait, il y a actuellement un sujet qui est vraiment très médiatisé. Là, c'est un article qui est paru fin de l'année 2018, le mystérieux rôle de l'épigénétique. Et Le Monde nous dit que certains traumatismes vécus par les parents provoquent des maladies sur plusieurs générations. En modifiant le fonctionnement des gènes, ils laisseraient des marques biochimiques qui se transmettent aussi. Alors, un autre article, on va en trouver des centaines des articles comme ça, je suppose que vous en avez lu vous-même. Épigénétique, l'alimentation des parents a des conséquences cardiaques multigénérations. Le CNRS aussi, dans son journal, fait un article où il valorise des travaux de plusieurs excellents chercheurs qui ont fait des découvertes dans le domaine de l'épigénétique. Et le titre de l'article, c'est « L'épigénétique mène le génome à la baguette ». Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette médiatisation de milliers de travaux scientifiques qui ont été publiés, il y en a des centaines qui ont été publiés ces dernières années parce que ce terme a pris un essor faramineux. En fait, cette médiatisation a été aussi interprétée d'un point de vue philosophique ou politique par certaines personnes qui disaient « Ah, nous voilà enfin libérés du joug du gène, puisqu'il n'y a pas que le gène qui détermine notre comportement, nous sommes aussi déterminés par l'épigénétique. » Donc voilà une bonne nouvelle, nous sommes sauvés du gène, mais est-ce que c'était vraiment une libération d'être contrôlé par un autre facteur biologique? Alors ensuite, il y a toute une question sur la définition. Qu'est-ce que c'est que l'épigénétique? Et ce n'est pas évident du tout parce qu'en fait, le concept a beaucoup évolué. Il a évolué d'une part dans la communauté scientifique, où il a été défini à différentes époques, de différentes façons, et ça reflète assez bien en fait le progrès dans la compréhension des mécanismes du vivant. Et d'autre part, il a aussi évolué de par les technologies, et puis dans l'utilisation qui en a été faite par d'une part les scientifiques quand ils communiquent à propos de l'épigénétique et par le grand public, on a aujourd'hui une définition qui s'est encore amplifiée. Donc ce que je vais proposer, c'est de commencer par retourner aux sources et revenir à la définition originale du terme épigénétique. Et c'est un terme qui a été proposé initialement par Waddington en 1942 pour poser une question. Alors Waddington, c'est un généticien, embryologiste. C'est la première personne qui a vraiment promulgué le fait qu'on mette ensemble l'embryologie et la génétique. Et l'embryologie, je vous montre ici de façon très rapide un schéma du développement de l'embryon, du développement précoce de l'embryon. Ici l'embryon humain, certaines de ces figures proviennent de souris, d'autres d'humains, mais ça provient la plupart des figures proviennent d'un livre qui a été publié en 1918, Anatomie du développement humain, du corps humain. Et vous voyez ici les premières phases, les toutes premières phases après la fécondation. En fait, le zygote, c'est une cellule, une seule cellule, qui a hérité donc d'un génome paternel et d'un génome maternel. Et puis cette cellule se divise en deux cellules, qui elles-mêmes se divisent chacune pour en donner 4, puis 8, puis 16, puis 32. Et à ce stade-là, on a une petite grappe de cellules qu'on appelle morula. Morula, ça veut dire la mûre. Et effectivement, on comprend bien les raisons. Et puis cette morula continue à proliférer, ces cellules-là continuent à proliférer, et elles forment à un moment, se forment à l'intérieur un liquide, c'est-à-dire que les cellules forment une sphère, mais une sphère qui est creuse, et à l'intérieur, il y a un liquide physiologique, et ça, on l'appelle la blastula. Et puis cette blastula, à l'intérieur de cette blastula, vont se former différentes couches, dont l'une va former l'ectoderme, qui constitue notre peau, l'autre l'endoderme, c'est-à-dire notre tube digestif, et puis une troisième va former le mésoderme, qui va être comprise entre les deux et qui va donner naissance notamment aux muscles. Donc ça, c'est les trois couches primordiales de, en gros,
une grosse partie des animaux, des vertébrés. Alors, sur cette base-là, et même chez les insectes aussi, en fait, il y a ces 3 couches. Alors, sur cette base-là, en fait, la blastula, au moment où se sont formées ces 3 couches, elles s'invaginent et elles forment ce qu'on appelle la gastrula. Et c'est là que les couches vont commencer à se mettre en place et qu'il va y avoir vraiment une morphogénèse. C'est-à-dire qu'on va générer la forme de l'embryon. Un peu plus tard, enfin, un peu plus tard en termes de jours, mais beaucoup plus tard en termes de division cellulaire et d'étapes de développement, cette gastrula s'allonge et puis ce qui va se former ici, c'est des segments. Donc on appelle la somitogénèse. On va former les somites, c'est-à-dire des segments qui, chez les vertébrés, correspondent aux vertèbres. Vous savez qu'on a une structure segmentée, ça se manifeste dans les vertèbres, mais aussi dans les structures musculaires, etc. Et puis ensuite, l'organogénèse commence, c'est-à-dire que les organes vont commencer à se former, les yeux, les membres, etc. Et tout va se différencier. Alors ce qui est assez frappant, en fait, et c'est la question que pose Waddington, c'est que pendant tout ce processus, on a de bonnes raisons de penser que toutes les cellules, quasiment, et aujourd'hui on le sait, c'est bien confirmé, toutes les cellules ont le même matériel génétique. Or, c'est le matériel génétique qui est responsable, qui est le porteur des caractères phénotypiques, des caractères qu'on peut observer, à la fois chez l'individu, mais dans chacun de ses tissus, etc. Et donc, ça pose une question qui est assez fondamentale, c'est-à-dire comment expliquer que dans cet embryon, où toutes les cellules sont différentes les unes des autres, où certaines vont avoir une fonction musculaire, d'autres une fonction neurale, d'autres une fonction de squelette, d'endoderme, d'épithélium, digestif, etc. Toutes ces cellules ont des fonctions différentes, elles ont des formes différentes. Et comment se fait-il qu'elles ont ces caractéristiques différentes, donc un phénotype cellulaire différent, alors qu'elles ont toutes le même génotype? Et donc Waddington, en 1942, nous dit que le rôle de la génétique, en fait, a été, pendant les 30 années qui ont précédé, les 40 années qui ont précédé, le rôle a été de faire des corrélations entre les gènes et le phénotype de l'adulte. Et le généticien, avant ça, se préoccupait assez peu de savoir quels étaient les mécanismes à l'œuvre entre ce gène et le phénotype. Pour eux, il suffisait d'étudier, l'objet de la génétique était d'étudier la façon dont les caractéristiques qu'on peut observer chez les adultes, les caractéristiques phénotypiques, se transmettent de génération en génération et de détecter les facteurs qui sont impliqués dans cette transmission. Mais, nous dit Waddington, ceci ne suffit pas, il faut comprendre les mécanismes causaux, les mécanismes qui sont réellement la cause de la différenciation des cellules. Ce qu'il veut comprendre, c'est expliquer comment un même génotype peut donner des phénotypes différents. Et alors il définit un nouveau mot. Donc pour cette étude des mécanismes causaux responsables de l'action des gènes et de la différence entre la manière dont ils vont se manifester dans différents tissus, il propose d'appeler cette science-là l'épigénétique, au même titre que la génétique est l'étude de la transmission des caractères. Il appelle ça l'épigénétique. Il crée ce mot. En le faisant, il fait aussi référence, il le dit explicitement, à la théorie de l'épigénèse d'Aristote, et puis qui est une théorie qui a été énormément discutée pendant toute la Renaissance et jusqu'au XIXe siècle, donc sur la différence entre deux théories concernant la façon dont les embryons peuvent se former. Et la première théorie disait, qui s'appelle le préformationnisme, prétendait qu'en fait, il y a déjà un petit humain à l'intérieur de l'embryon, dès les premiers stades, qu'en fait on a une miniature d'humain et que cette miniature en fait ne fait que grandir et un petit peu se former, mais que toutes les structures de l'adulte sont déjà présentes telles quelles explicitement chez le tout jeune embryon. Et ensuite, il y avait une autre théorie qui est celle de l'épigénèse qui disait qu'en fait non, l'embryon ne contient pas encore la structure, mais qu'il contient l'information qui permettra de former cette structure. Et donc Waddington, comme les généticiens de l'époque et ceux d'aujourd'hui encore plus, effectivement sont convaincus que l'épigénèse est la bonne façon d'expliquer le développement. Alors, ce que Waddington, dans son article, qui est très visionnaire, en fait, à plusieurs titres, dit ensuite, c'est que cette relation entre le génotype et le phénotype doit reposer sur des processus, et que ces processus sont nombreux, ils sont multiples, puisqu'il y a plein de types différents de tissus, mais que ces processus doivent être aussi interconnectés. Et donc il est très très loin de la caricature qu'on fait parfois de la génétique, qui est de dire un gène, une enzyme, une fonction. Cette caricature-là d'ailleurs provient d'une mécompréhension de l'article qu'il a initialement proposé. Mais donc Waddington est très loin de ça, au contraire d'emblée,
il affirme la complexité du vivant, la complexité des mécanismes de régulation, et il dit « nous sommes en présence de réseaux ». Il faut que vous sachiez que la biologie des réseaux aujourd'hui est un des domaines de pointe de l'analyse de la biologie, l'analyse des réseaux biologiques, des grands réseaux, des réseaux d'interaction moléculaire. Donc Waddington, en 1942, a déjà cette vision, et une façon pour lui de montrer qu'il s'agit de réseaux, il a deux arguments. Le premier argument, c'est ce qu'on appelle le pléiotropisme, c'est-à-dire qu'on connaît, et il prend quelques exemples chez le rat, la souris, on connaît des exemples de gènes dont une seule mutation provoque des perturbations d'un tas d'organes différents. Et Waddington dit qu'en fait, ceci, ça manifeste le fait que les gènes agissent d'une certaine manière en cascade, avec graduellement des effets de plus en plus marqués. Et d'autre part, donc ça c'est le pléiotropisme, ça veut dire un gène intervient dans plusieurs processus et donc peut participer à la formation de plusieurs organes. Ça c'est quelque chose d'assez important. Hein, il n'y a pas un gène, un organe. Bon. Et par ailleurs, il y a un autre argument de Waddington, c'est que réciproquement, chaque organe pour se former repose sur des interactions entre un tas de gènes. Et ça, les généticiens, c'était vraiment leur spécialité de trouver tous ces gènes-là. Il prend l'exemple qu'il connaît le mieux, et un des exemples qui était le mieux caractérisé à l'époque, qui était, pour les généticiens, un organisme modèle, c'est la drosophile, et il analyse la formation de l'aile au cours du développement de l'adulte, donc entre l'asticot, bon, au moment où l'asticot commence à se métamorphoser, donc il forme une pupe, il se met en boule. Et puis à l'intérieur de cette pupe, en fait c'est l'équivalent de la nymphe des papillons, et donc à l'intérieur de cette pupe, il y a tout un travail, en fait tous les organes sont reformés, les organes embryonnaires disparaissent, et il y a vraiment tout un corps d'adultes qui émerge, et puis il y a l'éclosion, et à ce moment-là, en fait, la mouche, elle gonfle ses ailes, et ces ailes, elle les gonfle, et à un moment, c'est vraiment des petits sacs, et puis les ailes s'aplatissent, et ils forment, donc ici on voit une aile qui commence à se déployer, et puis elle se gonfle. On le voit mieux sur cette section ici, qui correspond à ce stade-ci, et on voit que les deux feuillets sont bien séparés, il y a du liquide entre les deux, hein, de l'hémolymphe, et puis ensuite ça se rapproche, et on voit qu'il y a des petits canaux qui restent, et ces canaux-là, ben, vous les voyez ici, c'est les futures veines de l'aile, et ces veines sont positionnées de façon extrêmement précise, à un tel point que les entomologistes, pour reconnaître des insectes, ben, ils regardent les dessins que forment ces veines, et d'une espèce à l'autre, ça va être différent. Donc, le fait que ce soit positionné de façon extrêmement précise ouvre vraiment une question extrêmement mystérieuse. Où est l'information? Comment se fait-il que dans tous les embryons qui appartiennent à la même espèce, le même processus, la même succession d'étapes se passe dans le même ordre et avec une telle précision? Donc, c'est vraiment la question de la formation de patterns, on va dire, en biologie du développement. Donc, ça, c'est la première définition de l'épigénétique, c'est-à-dire la science qui étudie les mécanismes à l'œuvre entre le génotype et le phénotype. Il ajoute la définition de l'épigénotype pour désigner en fait l'ensemble complet de tous les processus qui interviennent entre le génotype et le phénotype. Donc il y a le génotype, c'est l'ensemble de tous les caractères génétiques, le phénotype, c'est l'ensemble de tous les caractères observables, et l'épigénotype, eh bien, ce sont tous les mécanismes qui, à partir d'un génome, permettent de former ce phénotype. Donc ça, 1942. Alors, ensuite, de façon plus récente, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il existe aussi d'autres types de différences phénotypiques qui sont liées néanmoins à des génotypes identiques. Et un cas bien connu, c'est le polymorphisme chez les insectes sociaux. Il y a des castes chez les abeilles, les termites, les fourmis, les guêpes. Et notamment, évidemment, il y a des différences génétiques. Ce qui fait la différence entre une ouvrière et un mâle, ou entre une reine et un mâle, plus précisément, c'est génétique. C'est que le mâle, il est haploïde, il a une seule copie de chaque chromosome, et la femelle, elle est diploïde, elle a 2 copies de chaque chromosome. Donc là, c'est absolument clair, c'est une différence génétique. Par contre, la différence entre l'ouvrière et la reine, elle est épigénétique. C'est-à-dire que le même individu, si on le nourrit d'une certaine façon, avec la gelée royale, il va se différencier en reine, et si on le nourrit d'une autre façon, il va se différencier en ouvrière. Et donc là, c'est basé sur la nourriture. Ce n'est pas le génotype, ce n'est pas qu'il y a une sorte de troisième sexe, non, pas du tout. Il y a 2 sexes, il y a d'une part les mâles et d'autre part les femelles, et parmi les femelles, la nourriture va conditionner une différenciation. Donc ici, on a une différenciation phénotypique au niveau de l'individu. On a des phénotypes alternatifs
avec le même génotype et qui sont conditionnés par l'alimentation. Alors un autre cas très intéressant, c'est celui des criquets migrateurs. Les criquets migrateurs, donc, comme vous le savez sans doute, c'est des plaies assez terrifiantes en Afrique. Et en fait, ces criquets, ils existent sous deux formes. Il y a une forme qu'on appelle solitaire et qui ressemble à un criquet bien de chez nous, quoi, mais qui ne vit pas ici, il vit en Afrique. Et ce criquet solitaire, en fait, il fait son petit bonhomme de chemin. Et à un moment, quand il y a un excédent de population, et donc quand des rencontres entre criquets se font de plus en plus fréquentes, ça déclenche un changement physiologique. Et ce criquet change de morphologie, à un tel point qu'on pourrait vraiment considérer ces deux formes comme des espèces différentes, mais pas du tout. C'est vraiment un changement d'un individu qui se transforme. Et ce changement, d'une part, on voit bien que la morphologie extérieure a changé, la couleur a changé, la forme n'a pas forcément changé. Par contre, ce qui change aussi, c'est que, donc ici on est passé dans la forme grégaire, et la phase grégaire, elle a aussi la particularité de pondre plus d'œufs. Elle a aussi une particularité de se comporter différemment, c'est-à-dire que la façon dont elle attaque les plantes, elle va les attaquer en les attaquant plus à la base de la tige qu'en rongeant les feuilles, et donc elle va provoquer, chaque individu va provoquer plus de dégâts que quand il est en phase solitaire. Et en plus, comme ils font plus d'œufs, ils se multiplient de plus en plus, et donc en fait on a un effet d'enchaînement, hein. On a un cercle vicieux qui fait que la population, un emballement, voilà, on a un effet d'emballement qui fait que la population n'arrête pas de grandir, et puis elle commence à se déployer, à migrer et à dévaster tout sur son passage. Donc ça c'est un cas où on a également deux phases, où on a la même espèce, le même génotype, mais avec deux physiologies, deux morphologies complètement différentes et des comportements différents. Et puis un troisième exemple qui est très populaire, c'est celui des souris agouties. Vous avez ici deux souris qui ne se ressemblent pas du tout, et pourtant ce sont deux sœurs en fait. Et ce sont deux sœurs qui ont à peu près le même génotype. On est dans des lignées qui ont été purifiées par des croisements consanguins, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de variabilité dans ces populations-là du point de vue génétique. Mais néanmoins, au sein d'une même portée, on peut avoir certaines souris qui ont un phénotype normal, et puis d'autres souris qui sont obèses, qui ont une coloration de la peau différente, une pigmentation différente, et qui ont d'autres problèmes physiologiques. On va revenir dessus après. On comprend très bien les mécanismes aujourd'hui. Et donc là, on a quelque chose aussi un peu surprenant parce qu'en fait, chaque mère, au sein d'une même portée, la mère qui a ce phénotype agouti va avoir tendance à le transmettre et réciproquement, mais parfois, au sein de la portée, on va avoir un basculement et certains enfants n'auront plus le phénotype et le fait de l'avoir ou pas va se transmettre. Donc là, on est en face d'une transmission transgénérationnelle d'un caractère qui n'est pas génétique. Et donc ça c'est à ça que se réfèrent les articles que je vous ai montrés au début. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a parlé précédemment de la différenciation cellulaire au cours du développement, c'est-à-dire qu'au sein d'un même organisme, des tissus différents ont des morphologies différentes. Hein, et donc Waddington définit ça comme l'épigénétique, l'étude de ce qui fait les différences entre tissus à génotype identique. Au niveau des organismes entiers, un organisme change complètement. Et puis, je vais parler des micro-organismes. En fait, le micro-organisme, c'est un organisme qui est une cellule. Et le premier cas historique où on a montré de façon claire qu'il y avait une transmission transgénérationnelle d'une différence épigénétique, c'est chez les bactéries. Et j'aime bien de le dire parce que beaucoup de mes collègues qui travaillent sur l'épigénétique, en fait, pensent que, comme ils travaillent sur la souris, l'épigénétique, ils confondent le phénomène épigénétique avec quelques mécanismes particuliers qui interviennent chez certains organismes dans ce phénomène. Donc c'est intéressant de rappeler que le premier cas d'une expérience qui a été qualifiée d'épigénétique, c'est une expérience chez les bactéries, et en fait c'est leur adaptation enzymatique. Donc on va parler de l'adaptation enzymatique et de l'adaptation phénotypique de façon plus générale dans les cours suivants. Et cette adaptation enzymatique, en quoi ça consiste? Eh bien, en fait, si on prend des bactéries, Escherichia coli, les entérobactéries, qui occupent une grosse partie de nos intestins et qui sont sans doute nos meilleurs amis puisque c'est elles qui nous aident à digérer. Et donc cette entérobactérie, c'est aussi un organisme modèle depuis les tout débuts de la microbiologie. Et donc l'entérobactérie, en fait, il y a des expériences qui avaient été faites depuis les années déjà 40 pour étudier la façon dont ces bactéries répondent à des changements d'alimentation. C'est-à-dire que l'entérobactérie, elle est capable de digérer à peu près tout ce qu'on mange. Et donc, si on lui donne du glucose, elle est très contente. Si on lui donne du galactose, elle est très contente. Si elle a du fructose, ça lui va tout aussi bien. Sauf que certains de ces sucres sont plus faciles à digérer que d'autres. Et donc, elle va produire les enzymes
de façon spécifique, en réponse à ce qu'on lui donne à manger. Si on lui donne du galactose, elle produit une enzyme qui lui permet de consommer le galactose. Mais en fait, nous faisons la même chose. Quand on boit de l'alcool, ben, notre foie commence à synthétiser des alcools déhydrogénases. Et si on ne boit pas d'alcool, ben, il ne le fait pas. Hein? Donc nous, on a aussi cette réponse-là, cette réponse enzymatique, mais sauf que c'est dans un de nos organes en particulier, mais on a la même chose dans des tas d'autres organes aussi, mais pas pour la digestion. Tous les organes du corps s'adaptent à leur propre environnement. Mais chez les bactéries, c'est facile à étudier, on les met dans une boîte, et soit on donne du galactose, soit on n'en voit pas, et puis on voit que l'enzyme qui permet de consommer le galactose est active. Donc ça, ben, c'est un phénomène d'adaptation enzymatique. Ce qu'on peut faire aussi, c'est induire de façon artificielle l'expression de ce galactose, l'activité de ce galactose. Comment on fait? Ben, on donne à la bactérie, on lui donne dans son milieu un produit qui est un analogue du galactose. On va l'appeler l'inducteur. Il a un autre nom, mais c'est un nom très très long, donc c'est même pas la peine de le dire, tout le monde l'appelle l'inducteur. Il y en a plusieurs qui pourraient servir d'inducteur, mais on va l'appeler l'inducteur. Et donc, cette molécule-là, elle ressemble au galactose, et donc quand on nourrit les bactéries avec, ça active la galactosidase, l'enzyme qui permet de digérer le galactose, sauf qu'il n'y a rien à digérer. Donc la galactosidase, elle est là, c'est neutre, elle ne fait pas de travail, quoi. Mais ça nous permet en tout cas de nous assurer, si on cultive les bactéries dans un milieu, qu'on a exactement la même concentration d'inducteurs tout le temps. On peut contrôler parfaitement la concentration d'inducteurs. Parce que si on donne du galactose, on va induire la galactosidase, mais le galactose va manger le galactose, la galactosidase va consommer le galactose, donc la concentration de galactose va diminuer, ça devient compliqué d'avoir des expériences où on contrôle bien les facteurs. L'inducteur permet juste de contrôler ça. Et donc, les chercheurs, ce qu'ils font, c'est de mettre la bactérie en présence d'inducteurs, on voit qu'une très forte activité, on ne met pas d'inducteur, pouf, la bactérie arrête d'exprimer l'enzyme, principe d'économie, ce n'est pas la peine de l'exprimer si il n'y a pas de substrat. On verra que ce principe, ce n'est pas un principe divin, il y a des mécanismes là derrière, qu'on verra lors de la deuxième séance. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a deux chercheurs qui s'appellent Novick et Wiener, qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe si on met la bactérie juste au seuil? Si on donne beaucoup de galactose, enfin beaucoup d'inducteurs, ben, elle exprime le galactose. On ne donne pas d'inducteur, elle n'exprime pas, mais si on donne juste la dose intermédiaire. Et ils font une expérience où ils mettent les bactéries dessus et puis ils voient que certaines bactéries expriment la galactosidase, d'autres pas. Ok, maintenant faisons une autre expérience. On va mettre toutes ces bactéries-là juste au seuil et ce qu'on va faire, c'est mettre certaines bactéries qu'on va induire transitoirement. Donc pendant 10 minutes, ils mettent une très forte concentration d'inducteurs et puis ils les plongent à une concentration intermédiaire. Et par ailleurs, ils ont des bactéries qui sont complètement non induites, qui n'ont jamais vu d'inducteur, et ils les mettent aussi à cette concentration intermédiaire. Et là, ils montrent que quand on fait cette expérience-là, les bactéries qui ont été induites pendant 10 minutes, elles expriment la bêta-galactosidase, mais qu'elles transmettent cette propriété à leurs filles, et à leurs petites filles, et à leurs arrière-petites filles, jusqu'à 130 générations. Donc là, on dépasse de loin les malédictions bibliques et grecques. On a une transmission d'un caractère pendant 130 générations. Alors on pourrait se dire, tiens, il y a eu une mutation, en fait, l'inducteur a provoqué une mutation qui fait qu'ils expriment ça à perpétuité. En fait, non, parce que si à ce moment-là, comme on est à la concentration seuil, on arrête tout, l'inducteur, les bactéries qui l'expriment depuis 130 générations s'arrêtent de l'exprimer. Et réciproquement, les autres n'ont pas perdu non plus l'enzyme. Parce que si celles qui n'expriment pas et qui transmettent à leurs filles la non-expression de la galactosidase, si celles-là, tout à coup, au lieu de les mettre à la concentration seuil, on met une bonne dose d'inducteur, elles expriment la bêta-galactosidase. Donc, cette expérience-là, on a deux états, la même bactérie, même génotype, il n'y a pas eu de perte de la potentialité génétique, mais celle qui exprime quand on est sur la concentration vraiment seuil, celle qui exprime la bêta-galactosidase continue à l'exprimer, celle qui ne l'exprime pas continue à ne pas l'exprimer. Et donc, on a une transmission transgénérationnelle d'un caractère induit et qui ne se fait pas de façon génétique. Donc, à ce moment-là, les Nani, un an plus tard, écrit un article dont le titre est « Les systèmes de contrôle épigénétique ». C'est une revue, en fait, il fait une revue et une réflexion large sur qu'est-ce que c'est l'épigénétique. Et bien sûr, il repart de la définition de Waddington, donc il dit des cellules qui ont un matériel génétique identique peuvent manifester des phénotypes différents, mais en fait, ce qu'il dit, c'est, il continue, il poursuit cette définition, et en fait, l'objet de tout son article, c'est de dire
comment est-ce qu'on peut aujourd'hui distinguer ce qui va être un système génétique d'un système épigénétique? Et il vient avec ce qu'on connaît aujourd'hui et il montre que ce n'est pas si évident que ça. Et notamment que donc il dit les potentialités d'une cellule sont exprimées selon des patterns intégrés, c'est-à-dire que d'une part, il va y avoir des interactions entre les cellules, elles ne vont pas se déterminer toutes seules, et d'autre part, il y a une exclusion mutuelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de choix qui est fait, c'est-à-dire qu'une cellule ne peut pas en même temps être à moitié un neurone et à moitié une cellule musculaire. Chacune s'engage dans une voie et c'est à l'exclusion des autres voies. Une autre observation, c'est qu'on peut induire spécifiquement des changements particuliers d'expression. Et ça, donc, notamment, il cite l'exemple de l'induction enzymatique de l'expérience de l'année précédente. Et il dit aussi que cette induction peut être extrinsèque, comme c'est le cas dans cette expérience où on met l'éducteur ou on ne le met pas, ou bien elle peut être aussi intrinsèque. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un organisme, il y a une induction par les cellules elles-mêmes du comportement d'autres cellules, et donc il y a des interactions. Ensuite, ce qu'il dit, c'est que ces systèmes épigénétiques, en fait, ils ont une certaine stabilité. Et là, l'expérience qu'ont publiée Novick et Wiener l'année précédente également, elle démontre une grande stabilité, puisque pendant 130 générations, on peut transmettre une caractéristique. Et puis, il discute d'autres cas de stabilité, notamment les cellules qui se différencient ne se dédifférencient pas. On va poser la question aujourd'hui si c'est encore le cas. On a fait des progrès là-dessus. On peut le faire de manière tout à fait expérimentale. Reprogrammation, mais en tout cas à l'époque on n'avait aucun exemple de différenciation et puis de toute façon c'est une situation tout à fait artificielle. Et dès lors il dit comment distinguer les systèmes génétiques et épigénétiques, d'autant plus que si on regarde les cellules eucaryotes, il y a un noyau et puis il y a le cytoplasme qui est à l'extérieur et pendant un certain temps on disait ah bien les facteurs épigénétiques ils sont dans le cytoplasme, mais alors il fait une revue de tout ce qu'on a analysé de différents systèmes, notamment des unicellulaires eucaryotes, mais aussi même Salmonella, une bactérie, et il montre que dans certains cas, on a vraiment montré que les facteurs épigénétiques étaient attachés aux chromosomes, ils étaient liés aux chromosomes. Et donc il dit que ça devient de plus en plus difficile de définir ça. Et je pense que si on lit ces définitions-là, eh bien, d'ici quelques séances, on va voir que cet article-là était aussi extrêmement pertinent parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tous les chercheurs peuvent vous donner une bonne définition de l'épigénétique qui tient la route. À un point tel que je pense que dans ce cours-ci, d'une part, évidemment, on va poser la question de la définition de l'épigénétique, mais il ne faudrait pas qu'on se perde à argutier sur notamment des définitions ou différentes écoles de biologie sont en train de se disputer, et puis bon, la controverse est un peu en train de se calmer aussi, parce que les gens commencent à réaliser qu'il y a d'autres choses en dehors de leur petit microscope. Ils élargissent un peu la vue. Donc il y a une dizaine d'années pas mal de controverses sur le terme épigénétique. Aujourd'hui, les définitions sont en train d'un peu s'élargir, ce qui est très bien, les gens prennent conscience de la définition historique, mais il y a des questions plus importantes. Et les questions les plus importantes, c'est peut-être celles qu'on a posées au début, c'est-à-dire est-ce que réellement il existe des mécanismes au-delà de la transmission génétique qui font que si nous sommes marqués par notre environnement, notre alimentation, la présence d'agents toxiques comme des perturbateurs endocriniens, le stress, un stress psychologique, et ces choses-là, est-ce que les impacts de ces traumatismes que nous subissons en tant qu'individus, nous les transmettons de façon biologique à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos petits-enfants. Et là, évidemment, se pose une énorme question, c'est comment distinguer une transmission biologique d'une transmission culturelle. Et donc, chaque fois qu'on va analyser ces articles-là, poser cette question. Et vous verrez que dans certains cas, c'est difficile de distinguer, et que justement, les efforts récents des biologistes visent à mettre en place des protocoles qui permettent clairement de voir si la transmission qu'on observe elle est de nature biologique ou si elle est liée au fait que, par exemple, des souris stressées ne se comportent pas de la même manière avec leurs filles que les souris non stressées et que donc ces filles-là elles-mêmes vont se comporter de manière différente avec leurs propres filles. Il n'y a pas besoin de biologie pour ça. Donc moi je vais faire à tout moment une distinction quand je dirais épigénétique, j'entendrai bien biologique. Et je le dis parce qu'en fait, dans certains milieux, il est devenu commun d'utiliser aussi le mot épigénétique pour dire tout ce qui n'est pas génétique, y compris la culture. Mais alors il n'y a pas de mystère. Tout le monde sait bien que la culture, les traumatismes se transmettent entre les générations. On a plusieurs psychologues dans la salle, il ne faut pas leur expliquer ça. Alors, maintenant j'ai terminé l'introduction, et ce que je voudrais aussi faire, c'est que tout ceci sur la transmission
génétique et épigénétique nous ramène en fait à un débat qui est bicentenaire. C'est celui des deux grandes théories de l'évolution, la théorie de Lamarck et la théorie de Darwin. Notamment parce que la théorie de Lamarck s'appuyait sur l'hérédité des caractères acquis. Et qu'est-ce qu'on a en face de nous quand on a une transmission transgénérationnelle de caractères épigénétiques? On a des caractères, des modifications qui arrivent chez un individu du fait de son environnement, ou du fait d'un inducteur, ou chez une cellule du fait de ce qui est en train de se passer dans l'organisme en développement. Mais en tout cas, on a une modification acquise par une cellule ou un individu, et qui se transmet aux générations suivantes. Et donc, on a une transmission héréditaire de caractères acquis. Et donc, évidemment, dès le moment où on a commencé à définir, à ajouter dans la définition initiale de l'épigénétique cette notion de transmission héréditaire, on a fait appel à Lamarck. On a dit « Ah, Lamarck avait peut-être raison. Ah, le darwinisme est en train de s'ébranler. » Et donc, on va voir si le darwinisme s'ébranle. Mais ça sera le dernier chapitre. Alors, avant d'arriver là, ce qu'il faudra voir, c'est quels sont les mécanismes moléculaires de l'hérédité et de l'adaptation. Il y a 3 ans, le cycle passé que j'avais donné sur la génétique du comportement, je vous avais montré aussi rapidement que je pouvais les mécanismes moléculaires, l'ADN, l'ARN, les protéines, et montré que des modifications de ces choses-là, des mutations, pouvaient induire des phénotypes, des maladies notamment, mais d'autres choses. On va revenir là-dessus, mais en regardant vraiment avec une loupe encore plus grande au niveau de microbes, et puis on va regarder vraiment au niveau de ce qui se passe sur la molécule elle-même. Donc il y aura un tout petit peu de redondance, mais un petit peu de redondance est parfois salutaire. Alors, ensuite, et surtout, on va ajouter quelque chose, c'est que j'avais parlé des mécanismes de l'hérédité, et ici on va y ajouter cette deuxième chose qui est l'adaptation, dans le sens, pas l'adaptation, j'aurais dû l'écrire, c'est pas seulement l'adaptation au sens de l'évolution, c'est-à-dire que les espèces s'adaptent au fil des âges géologiques, mais ici on va parler aussi de l'adaptation de l'individu à l'instant T au changement de son environnement, l'adaptation phénotypique, on va appeler ça, ou la plasticité phénotypique, pour éviter le mot adaptation, qui est un peu ambigu avec l'adaptation évolutive et l'adaptation individuelle. Alors, le 3e chapitre, on va revenir au développement embryonnaire et voir de quelle façon les gènes et les mécanismes épigénétiques contribuent à ce grand mystère qui est qu'à partir d'une seule cellule, on fait un organisme pleinement développé avec les tissus au bon endroit, fonctionnels, avec des différences entre les cellules, les tissus, les organes. Le 4e chapitre, on va regarder un petit peu l'apport de la génomique, puisque le domaine a vraiment pris de l'essor à partir du début du XXe siècle, parce qu'on a commencé à pouvoir regarder les mêmes choses qu'on regardait avant, mais au lieu de le regarder au niveau d'un seul gène, on peut le regarder au niveau de l'ensemble de tous les gènes qui sont sur tous les chromosomes d'un individu, et même comparer ça entre différentes espèces, et donc avoir à la fois la vision intégrale, enfin, ou en tout cas une vision très large au niveau de l'individu, mais aussi au niveau phylogénétique. Et ensuite, on va, enfin, quand on sera armé de la connaissance sur les mécanismes génétiques, les mécanismes épigénétiques, la façon dont l'organisme se développe et dont il transmet ses caractéristiques à sa descendance, on va reposer cette question. Quel est l'impact de l'environnement sur les organismes? Comment ça marche? Et notamment via l'épigénétique, je ne l'ai pas noté là, et sur leur descendance. Est-ce qu'il y a une transmission transgénérationnelle des caractères épigénétiques ou pas? Ou parfois oui, parfois pas? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Et après, on va se faire plaisir, je vais quand même revenir à cette question. Est-ce que Lamarck est de retour ou est-ce que Darwin est toujours le grand vainqueur du paradigme évolutif? Et ensuite, si j'ai le temps, je ferai une synthèse et une conclusion parce que c'est un petit peu ce qui m'avait manqué au cycle passé. Alors, quelques jalons temporels. Maintenant, je vais vous parler des deux théories de l'évolution. Je voudrais vraiment planter le décor entre ces deux théories-là. La théorie de Lamarck, je vous dis déjà les mots-clés, qui repose sur une transmission des caractères acquis. L'individu acquiert des caractères pendant son existence, ils ne sont pas innés, ils sont acquis, et il les transmet à sa descendance. Et aussi sur le fait que les organes se développent par l'usage, par l'effort, et par le besoin, par la volonté. Donc c'est ces deux éléments qui sont vraiment l'articulation de la théorie de Lamarck. Et puis Darwin, il propose une théorie tout à fait différente pour expliquer la même chose, 50 ans plus tard, donc aussi dans ce combat entre Lamarck et Darwin, il faut replacer les gens dans leur époque.
Darwin vient 50 ans plus tard, et il propose lui une théorie qui est basée sur, qui explique les mêmes choses, mais avec des mécanismes complètement différents, qui sont basés d'une part sur le fait qu'il y a des différences entre les individus, et que ces différences sont accidentelles, elles ne sont pas le fruit de l'effort, elles préexistent à l'évolution en fait, et ce qui fait l'évolution d'une part et l'adaptation au fil des générations, l'adaptation évolutive, l'adaptation des espèces à leur environnement, ce qui fait cela, en fait, c'est la sélection naturelle. Donc on a une dialectique entre des variations, des différences entre individus qui sont accidentelles, qui ne sont pas orientées vers l'effet qu'elles vont donner, et la sélection naturelle. Et au moment où Darwin propose cette théorie-là, en fait, c'est une révolution scientifique, au sens propre, c'est-à-dire que ça change complètement la façon de penser de l'ensemble des biologistes de l'époque. Ils étaient confrontés depuis un siècle à la question du transformisme, de la transformation des espèces, et avec Darwin, tout à coup, ils ont un mécanisme, une théorie qui leur permet de le comprendre, et qui permet d'imaginer des nouvelles expériences qui permettront soit d'invalider la théorie, soit de la confirmer, et puis il y a un siècle et demi de biologie qui s'ensuit, et aujourd'hui nous sommes toujours dans un paradigme darwinien. C'est-à-dire que la façon dont les biologistes interprètent leurs observations, dont ils conçoivent leurs expériences, dont ils conçoivent les hypothèses sur base desquelles ils vont mettre en place des protocoles expérimentaux pour tester ces hypothèses, et la façon dont ils interprètent les résultats, tout cela est dans un cadre conceptuel qui est darwinien. Les lois de l'hérédité. Donc 1865. Donc au moment où Lamarck et Darwin ont émis leur théorie, ce qu'il leur manquait à tous les deux, c'était une compréhension des mécanismes de l'hérédité. Le premier pas dans cette direction a été fait par Gregor Mendel, vous connaissez tous le nom, 1865, mais en fait il a été ignoré à son époque, personne n'a connu ses travaux jusqu'en 1901. Ensuite, en 1883, une théorie assez importante, celle du plasma germinatif, j'y reviendrai à la troisième séance sur l'embryogenèse. En 1903, chercheurs redécouvrent les lois de Mendel indépendamment. La théorie chromosomique de l'hérédité, elle date de 1915. C'est depuis ce moment-là qu'on a vraiment des expériences qui montrent que les chromosomes sont les porteurs des facteurs génétiques que Mendel avait décrits. 1942, je vous en ai parlé, le Waddington donc, définit l'épigénétique et l'épigénotype. C'est seulement en 1953, donc 11 ans plus tard, qu'on découvre la structure de l'ADN. Donc quand Waddington parle, c'est vraiment un généticien pour qui c'est une boîte noire, toutes ces choses-là. Hein. C'était vraiment la génétique de la première moitié du XXe siècle. Mais ça n'empêchait pas justement de travailler avec une boîte noire, c'est-à-dire de dire on fait des mutations, on fait des perturbations, on regarde l'effet que ça a, et on essaye de décortiquer ce qu'il y a à l'intérieur sur base uniquement de ces approches très indirectes. C'est le caractère admirable de la génétique pour moi, c'est cette capacité de déduction à partir des observations. Ensuite, 1957, je vous en ai parlé, 1958, Nani, qui redéfinit l'épigénétique. On découvre la régulation, les mécanismes qui permettent à ces bactéries de transmettre leur état activé ou pas activé pendant des générations et même de passer de l'un à l'autre. C'est découvert en 1960 par Jacob et Monod, François Jacob et Jacques Monod. Biologie moléculaire, c'est seulement depuis les années 70 qu'on commence à faire du séquençage, à réellement caractériser la séquence des gènes. En 1980, il y a une découverte vraiment par deux groupes des mécanismes du développement embryonnaire. Donc je vais revenir là-dessus à la troisième séance. Et 1990, on découvre certains mécanismes qui permettent d'expliquer des modifications épigénétiques, notamment la modification chromatinienne chez les eucaryotes. En 2000, comme je vous ai dit, on passe de l'ère du gène à celle du génome. Et en parallèle, l'épigénétique, on commence à la regarder à large échelle. Alors revenons à ces deux théories. Lamarck. Donc, en fait, Lamarck, vous voyez, il est né en 1744, il a vécu jusqu'en 1829, et le livre pour lequel on le connaît, c'est un livre qu'il a écrit en 1809, qui s'appelle Philosophie zoologique. Et ce que Lamarck dit pour introduire son livre, c'est que, alors oui, d'abord, il faut dire ce qu'il faisait, Lamarck. En fait, Lamarck, initialement, donc, il ne se destinait pas du tout à devenir un scientifique, il se destinait à une carrière militaire, mais il a une blessure de guerre qui l'empêche de poursuivre sa vocation, et il se dirige vers la carrière scientifique. Et il devient initialement botaniste, et c'est quelqu'un qui a fait des travaux énormes en botanique, en description des plantes, etc. Et puis il obtient un poste à vie au Musée d'histoire naturelle de Paris. Et là, il est chargé de s'occuper des collections d'invertébrés. Et ça ne lui plaisait pas trop, parce qu'évidemment, ce qui était le plus prestigieux, enfin je dis évidemment, mais ce qui était le plus prestigieux à l'époque, c'était d'être en charge des collections de vertébrés. Et ça, c'était Cuvier qui était en charge des collections de vertébrés. Et en fait, pendant toute leur vie, ils ont eu
une très grosse antipathie l'un pour l'autre et vraiment des conflits, ils étaient en conflit. Et ça a joué notamment dans la capacité à Lamarck à faire accepter sa théorie, parce que Cuvier était quelqu'un qui avait vraiment une grande autorité scientifique, qui était très reconnu, et puis qui était aussi très autoritaire. Alors, bon, donc Lamarck, mais il faut se mettre dans sa position, en fait c'est quelqu'un qui passe son temps à décrire des coquillages, à décrire des invertébrés. Et il les décrit, et en fait, il commence par, c'est aussi le moment qui suit le siècle de Linné, où on a établi les bases de la classification systématique des organismes. Et Linné avait défini donc les espèces, les genres, les ordres, les familles, les classes, et donc toute une hiérarchie comme ça, imbriquée, de niveaux pour regrouper les organismes. Donc les espèces, enfin le plus proche c'est des variétés, et puis on va définir comme espèces des groupes d'organismes qui ont la capacité de se reproduire entre eux et de donner naissance à une descendance fertile. Et puis on va définir des genres comme des ensembles d'espèces qui se ressemblent pour différents critères. Et c'est là qu'on commence à devenir vraiment un petit peu arbitraire. Quels sont les critères pour dire qu'on va mettre les choses dans un même genre, ou bien dans une même famille, ou bien dans un même ordre, ou dans une même classe. Donc chaque fois on a des boîtes de plus en plus grandes, et puis il faut choisir où on les met. Alors à l'époque, déjà Lamarck il dit, voici les classes qui sont définies par Linné, et en fait elle me pose un petit problème. Enfin d'abord il dit Linné, le grand Linné, etc. Et puis après il dit les problèmes qu'il a avec ça. Et notamment, il trouve que c'est regrettable que toutes les classifications, on commence toujours, quand on décrit les faits de la systématique, par les mammifères, qui sont les organismes les plus complexes, et puis qu'on va des mammifères vers les amphibiens, les poissons, les insectes, les vers, en passant par les oiseaux, et donc on va du plan complexe vers le plus simple, et lui il a une vision très différente, et il va l'exposer dans ce livre-là. C'est qu'en fait, si on regardait dans l'autre sens, en partant des choses simples et en allant vers les choses les plus complexes, peut-être qu'on comprendrait quelque chose sur l'ordre de la nature. Alors l'ordre de la nature, c'est quelque chose qui importe beaucoup à Lamarck. Alors ici, donc, il nous propose son tableau de la distribution et de la classification des animaux selon l'ordre le plus conforme à celui de la nature. Et vous voyez qu'il fait ce qu'il nous a promis. Il commence par les organismes les plus simples, les infusoires. On les appelle infusoires parce que c'est des bestioles qui vivent dans les infusions. Donc vous faites une tasse de thé, vous l'oubliez, et puis vous avez des infusoires. Enfin, ce n'est pas la vraie définition. Ce sont des organismes qui ont aussi un type de structure bien définie et qui vivent, qui s'alimentent de ce qu'on trouve dans les infusions. Donc les infusoires, et puis les polypes, les radiaires, les vers, les insectes, les arachnides. Il ordonne les classes selon ce que lui considère comme une complexité croissante. Les crustacés, les annélides, les cirripèdes, les mollusques, les poissons, les reptiles, les oiseaux, les mammifères. Et au passage, il subdivise en classes des choses qui ne formaient qu'une seule classe auparavant. Bon, quand je dis au passage, il fait ça en 1809, après avoir passé quelques dizaines d'années à faire des classifications de manière extrêmement détaillée, avoir publié des tas de livres là-dessus, et il continuera encore pendant les années qui suivent. Alors, en fait, Lamarck, en faisant ça, bon, ça c'est un tableau très très synthétique, mais il part d'un constat qui est, il est très difficile pour les systématiciens, il fait ça toute sa vie, hein, il regarde des bestioles et puis il essaie de définir les groupes. Il définit les groupes, on ne les connaît pas. Aujourd'hui, ce qu'on fait en entomologie, on a un insecte et on regarde à quel groupe il appartient. On essaie de classer les insectes dans des groupes préexistants. À l'époque de Linné, Lamarck, il fallait les créer, les groupes. Et donc on a des collections, il faut les regarder et puis essayer de trouver les choses qui se ressemblent plus ou moins et inventer les frontières entre ces groupes. Et Lamarck dit, si on demande à différents collègues d'établir une classification, on leur donne la même collection, ils ne vont pas forcément faire la même chose. Il y en a qui vont faire des plus petits groupes, il y en a qui vont faire des plus grands, qui vont grouper en mettant plus d'importance sur certains critères que sur d'autres. Il y a un côté un peu arbitraire. Et au lieu de s'inquiéter de ça en disant, tiens, ça veut dire qu'en fait tout est arbitraire, il dit, ceci nous apprend quelque chose sur l'ordre de la nature. Ça nous apprend, en fait, on n'a pas de gros problème pour séparer en classes. Là, il n'y a pas de problème. C'est plutôt quand on arrive au niveau du genre, de l'espèce, de l'ordre, que là, les gens ne sont pas tout à fait d'accord sur le nombre de subdivisions qu'il faut faire. Et en fait, même les classes, les classes, bon, c'est plus facile de voir des gros groupes de différences qui sont très cohérentes. Mais ce que dit Lamarck, c'est qu'en fait, ce que ça nous enseigne, c'est qu'il ne faut pas regarder la nature comme quelque chose où il faut établir des classifications hiérarchiques, comme l'a fait Linné, mais il faut penser à la distribution générale de tous les organismes.
Et la distribution générale, il dit que, par exemple, aujourd'hui, on va décrire 2 espèces parce qu'on dispose d'échantillons, mais qu'il est fort possible que d'ici 10 ans, 20 ans, 50 ans, on va découvrir des tas d'autres organismes qui vont former un continuum entre ces 2 espèces. Et donc, il n'y aura pas d'espèces. Et ce qu'il dit, c'est que les classes et les limites qu'on met sont des repos pour notre imagination. Ça nous permet d'organiser les choses, ça nous permet de traiter les données, mais qu'en fait, ça ne reflète pas l'ordre de la nature. Et pour lui, l'ordre de la nature, il sait vraiment qu'il existe une gradation de complexité qui va du plus simple, c'est-à-dire les infusoires, au plus complexe, c'est-à-dire les mammifères, et parmi les mammifères, le plus parfait de tous, l'être humain. Alors on va peut-être lire 1 ou 2 extraits de Lamarck, parce que je pense que c'est intéressant de voir comment il réfléchit, mais au passage, donc, il a ces schémas vraiment linéaires, et c'est très important de retenir ça, ce n'est pas du tout la même conception que celle qu'on a nous aujourd'hui d'une arborescence. Et au contraire, il discute de la classification réticulée, d'un réseau arborescent, ramifié, et il dit c'est pas ça du tout. La nature, ce qu'elle a mis en place, c'est un ordre avec une évolution, alors il ne parle pas du mot évolution, mais une transformation graduelle des espèces du plus simple vers le plus complexe. Et c'est linéaire, alors comment expliquer que ce qu'on observe n'est pas facile à établir sur une seule ligne? On va voir un petit peu ça. Alors, il établit 2 lois en fait qui lui permettent d'expliquer aussi les mécanismes par lesquels ces espèces se transforment. Donc pour faire le lien, il dit il y a un continuum, nous observons des choses qui ont l'air discrètes, mais en fait, soit parce qu'on n'a pas décrit toutes les espèces, et il y en a encore plein à découvrir dans la nature, et puis parce que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui quelque chose qui est en train de changer. Donc il émet, et je pense qu'il émet pour la première fois une théorie très complète, très cohérente, transformiste, c'est-à-dire c'est une théorie qui explique la diversité des espèces vivantes aujourd'hui par l'histoire de transformation qui sont apparues, c'est-à-dire que les espèces actuelles résultent de transformations d'espèces ancestrales qui étaient différentes. Là, il a raison, en fait, c'est toujours le schéma qu'on a. Par contre, sur ce schéma linéaire, on n'est pas du tout dans ce mode d'interprétation-ci. Et pour expliquer ça, donc, il y a les 2 mécanismes que je vous avais dit. Donc on va dire sa première loi, qui est un des 2 mécanismes dont je vous ai parlé. Dans tout animal qui n'a point dépassé le terme de ses développements, l'emploi plus fréquent et soutenu d'un organe quelconque fortifie peu à peu cet organe, le développe, l'agrandit, lui donne une puissance proportionnelle à la durée de cet emploi. Tandis que le défaut constant d'usage d'un tel organe affaiblit insensiblement, le détériore, diminue progressivement ses facultés et finit par le faire disparaître. Et on se souvient très bien généralement de la première partie, c'est-à-dire que les organes se développent par l'usage. Mais la deuxième partie est très intéressante parce que c'est la seconde moitié du raisonnement de Lamarck, et jusqu'à lire son livre « Philosophie zoologique », c'est quelque chose que je n'avais jamais réalisé parce qu'on oublie souvent de le lire dans les livres d'école. Alors le développement par l'usage, je vais vous donner 2 exemples comme ça, on ne va pas lire tous les extraits, ils sont à votre disposition, et puis tout le livre est facile à trouver. Mais donc, l'exemple classique, c'est la girafe, l'incontournable girafe de Lamarck. Et donc l'idée, c'est que les girafes, en fait, si elles ont un coût aussi élevé, c'est parce que les ancêtres de leurs ancêtres de leurs ancêtres avaient un coût normal, pas spécialement élevé, mais que ces ancêtres-là, pour manger, ils ont tendu le cou, ils ont étiré leur cou pour aller manger les feuilles qui étaient en hauteur dans les arbres, et que ce faisant, quand on travaille un organe, on le développe. Il n'y a qu'à faire un petit peu de musculation pour s'en rendre compte. Et donc, bon, lui, il ne fait pas référence à la musculation, mais il donne beaucoup d'exemples, et notamment la girafe, à force d'étirer le cou, son cou s'allonge. Et son cou s'allonge, mais cet effort-là, elle va le transmettre à ses enfants. Et ces enfants vont donc naître avec un cou plus allongé que leurs parents. Ils vont bénéficier du fruit de l'effort des parents. Donc c'est ce dialogue entre le fruit de l'effort et l'hérédité des caractères acquis qui permet d'expliquer comment graduellement, de génération en génération, on est arrivé à des girafes qui ont un cou aussi élevé. Et les autres structures, les autres caractéristiques morphologiques. Alors, ça explique comment un organe qui existe déjà peut se développer, comment il peut augmenter en l'utilisant. Mais ça n'explique pas comment on peut faire de nouveaux organes. Mais Lamarck le dit, il dit les organes naissent du besoin. Donc là, c'est encore plus fort. L'organe n'existe pas, on en a besoin, et on fait un effort pour qu'il naisse. Alors il nous donne un exemple qui est celui des taureaux, ou en fait, des ruminants, d'ailleurs ce n'est pas seulement les taureaux, c'est un exemple des ruminants où il dit
que les ruminants, ils ont 4 pattes, ils ont besoin de leurs 4 pattes pour se tenir au sol, donc ils ne peuvent pas vraiment se donner des coups de griffe comme les chats ou les félins, et que leurs mâchoires ne leur permettent pas de mordre, d'infliger des morsures cruelles, puisqu'ils sont plutôt de nature brouteuse, et donc que quand ils sont en colère, en fait, la colère fait monter dans leur crâne des fluides qui provoquent des protubérances, et que ces protubérances-là, ils les ont utilisées pour se battre, et qu'ils ont transmis à leur descendance cette caractéristique-là, surtout les mâles, nous dit-il d'ailleurs, et puis que leur descendance à elle-même, au moment des combats, développait une colère qui a poussé des fluides dans leur crâne, et que les cornes, progressivement, ont augmenté de taille, ce qui donne d'une part les cornes des bovidés, mais aussi les bois des cervidés. Voilà. Donc ça, c'est son explication. On a un organe qui naît par le besoin de s'affronter dans des combats. Alors, ce qui est très intéressant, bon, alors ici, c'est un peu difficile, mais toute sa théorie est comme ça, elle est basée sur une idée, sur un modèle théorique comme ça, et puis on sent qu'il pousse un peu, en fait. Il y a des exemples qui ne sont pas extrêmement convaincants. Il y en a plein, comme ça. Alors, ce que je trouve par contre très intéressant, c'est son idée de la dégénérescence. Et comment, donc je reviens à la question que j'avais posée, comment on peut expliquer que, alors qu'on a une échelle continue comme ça qui va du plus simple au plus complexe, il y ait des espèces qui soient d'une complexité équivalente mais qui soient très différentes morphologiquement. Et là il dit c'est l'effet des circonstances. En fait c'est que dans différents milieux ou même dans un même milieu, pour s'en sortir, ces espèces vont faire des efforts dans une direction différente et donc vont se développer différemment. Et pour lui, ça c'est vraiment une sorte d'écart par rapport au chemin qui va vers l'idéal qui est l'humain. Hein, c'est une sorte on se perd en chemin, on s'égare, voilà, c'est un égarement par rapport au chemin vers la complexité. Surtout qu'au passage, il y a des dégradations et des dégénérescences. Et donc, il discute de pas mal de dégénérescences, notamment les yeux des taupes, le fait que les baleines aient perdu leurs dents. Et il dit, les baleines ont perdu leurs dents, mais on trouve encore dans les fœtus des baleines des traces de dents. Donc ça montre bien qu'elles les ont perdues, que leurs ancêtres en avaient, et que c'est une dégénérescence. Et il a pas mal d'exemples comme ça qui sont assez intéressants, et notamment l'exemple des serpents. Ce qui est très important ici, mais si les serpents se dégradent comme ça, ils perdent les organes et clous, est-ce que ce n'est pas un mouvement de retour vers la simplicité? Est-ce qu'il n'y a pas des allers-retours du plus simple vers le complexe et du plus complexe vers le plus simple? Mais pas du tout. Il a vraiment cette idée qu'il y a un axe qui est l'axe de l'ordre de la nature et que le reste, c'est en fait des distractions. Et notamment, un argument important, c'est qu'il dit que tous les reptiles ont un squelette avec 4 membres. Ils ont une structure, donc je vais lire l'extrait parce qu'il l'exprime bien. Hein. Il entrait dans le plan d'organisation des reptiles, comme des autres animaux vertébrés, d'avoir 4 pattes dépendantes de leur squelette. Les serpents devaient conséquemment en avoir 4. D'autant plus qu'ils ne constituent point le dernier ordre des reptiles et qu'ils sont moins voisins des poissons que les batraciens. Hein. Quand il dit le dernier ordre des reptiles, c'est parce qu'il pense qu'au sein des reptiles, il y a aussi une gradation dans la complexité. Et il dit que les serpents ne sont pas les moins complexes. Si on regarde les organes internes, la physiologie, etc., il regarde tous les détails et il dit, lui, il les classe. Donc, pour lui, les serpents, c'est encore, ils sont au milieu de la complexité dans les reptiles. Et pourtant, ils ont perdu des organes. Et par ailleurs, les poissons n'ont pas, ils n'ont pas 4 membres, ils ont des nageoires. Les serpents n'ont pas de pattes, mais entre les deux, il y a les amphibiens, et les amphibiens, ils ont 4 membres. Donc il dit, ça montre que c'était dans leur plan d'organisation. Cependant, les serpents ayant pris l'habitude de ramper sur la terre et de se cacher dans les herbes, leur corps, par suite d'efforts toujours répétés pour s'allonger, afin de passer dans les espaces étroits, a acquis une longueur considérable et nullement proportionnée à sa grosseur. Or, des pattes eussent été très inutiles à ces animaux, et conséquemment sans emploi, car des pattes allongées eussent été nuisibles à leur besoin de ramper, et des pattes très courtes, ne pouvant être qu'en nombre de 4, eussent été incapables de mouvoir leur corps. Ainsi, le défaut d'emploi de ces parties ayant été constant dans les races de ces animaux, a fait disparaître totalement ces mêmes parties, quoiqu'elles fussent réellement dans le plan d'organisation de leur classe. Donc là on voit, cette interprétation-là, elle est assez intéressante, et toutes les théories de l'évolution en fait vont devoir expliquer ça. C'est que l'évolution, elle n'est pas seulement un mouvement qui va vers le plus complexe, mais qu'il y a aussi, on est forcé de l'observer, des moments où il y a des pertes de complexité et des pertes de structure, d'organes, de fonctions au fil de l'évolution. Alors, ce qui est intéressant par rapport à cette combinaison de
l'effort développe l'organe, développement de l'organe par l'usage et désuétude de l'organe par le non-usage, c'est qu'en fait, Lamarck l'expose très bien, c'est l'objet de tout son livre, mais il y a quelqu'un qui avait aimé l'idée 50 ans plus tôt, et vous avez eu un cours de Nick Stevens sur les philosophes des Lumières, et vous vous souvenez sans doute que Diderot, dans Le rêve de d'Alembert, met en scène ce dialogue entre le docteur Bourdeux et Mademoiselle de Lespinasse. Et donc ils sont au chevet d'Alembert qui a fait un étrange rêve et il divague, et en fait son délire sert de prétexte à exposer une théorie de l'évolution. Et puis Mademoiselle de Lespinasse, qui était au chevet de son ami d'Alembert, raconte au docteur qui vient d'arriver tous les délires qu'a dit d'Alembert. Évidemment, c'est une façon de se protéger puisqu'il y avait une très forte censure à l'époque. Et elle lui dit « Ah, il a dit ça, vous ne trouvez pas que c'est fou, docteur? Et il a dit ça, c'est quand même déraisonnable, c'est la fièvre, etc. » Et le docteur dit « Ah oui, mais ça me rappelle quand même les travaux d'un tel et d'un tel qui ont dit que... » etc. Et donc lui, il en profite pour redire que d'autres philosophes précédemment, et des biologistes aussi, ont fait référence aux Lumières. Et donc la vision très concise Diderot de développement des organes par l'usage et désuétude par non-usage, il y a un exemple très très beau sur l'évolution future de l'humain, que je vous lis, vous l'avez déjà eu là, il y a quelques années, mais tout le monde n'était pas là. Supposez une longue suite de générations manchottes, supposez des efforts continus, et vous verrez les deux côtés de cette pincette s'étendre de plus en plus, se croiser sur le dos, revenir par devant, peut-être se digiter à leurs extrémités, refaire des bras et des mains. La conformation originelle s'altère ou se perfectionne par la nécessité et les fonctions habituelles. Et puis, bon, il embraye là-dessus, sur le développement futur de l'humain. Nous marchons si peu, nous travaillons si peu et nous pensons tant que je ne désespère pas que l'homme ne finisse par n'être qu'une tête. Donc, on va avoir une dégénérescence de nos membres, et on va avoir en fait, la tête va occuper l'ensemble de notre corps. Alors, Mademoiselle de Lespinasse, évidemment, n'a pas une vision aussi orientée de l'unique activité de l'humain. Elle dit une tête, c'est bien peu de choses. J'espère que la galanterie est freinée. Vous me faites venir des idées bien ridicules. Ouais. Mais, donc ça veut dire aussi que, bon, Lamarck, évidemment, il fait un travail de biologiste, mais ces idées-là étaient déjà dans l'air 50 ans avant. Il y a encore quand même une ou deux citations que je voulais vous lire. Sur la transmission des caractères acquis, donc il dit « Or, tout changement acquis dans un organe par une habitude d'emploi suffisante pour l'avoir opéré, se conserve ensuite par la génération, s'il est commun aux individus qui, dans la fécondation, concourent ensemble à la reproduction de leur espèce. Enfin, ce changement se propage et passe ainsi dans tous les individus qui se succèdent et qui sont soumis aux mêmes circonstances, sans qu'ils aient été obligés de l'acquérir par la voie qui l'a réellement créé. » Donc c'est ça, ils bâtissent sur l'effort de leurs ancêtres. Ils ne sont pas obligés de faire eux-mêmes l'effort pour acquérir ce que leurs ancêtres ont acquis. Hein? Ça, c'est vraiment l'idée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il faut que les deux individus aient fait cet effort. Et donc, il a une vision vraiment où tous ces caractères sont ce que Mendel qualifiera plus tard, en termes génétiques, de récessifs. La perfection de l'homme, ce que je trouve assez intéressant, c'est peut-être anecdotique, mais qu'il nous dit à quel point il est évident que l'homme est au bout de cette échelle de la complexité. Mais au passage, il trouve tout tellement merveilleux dans l'homme, et notamment, ainsi, plus une organisation animale approche de la sienne, plus elle est perfectionnée. Cela étant ainsi, je remarque que le corps de l'homme possède non seulement un squelette articulé, mais encore celui de tout ce qui est le plus complet et le plus perfectionné dans toutes nos parties. Ce squelette affermit notre corps, fournit de nombreux points d'attache pour les muscles et lui permet de varier ses mouvements presque à l'infini. Alors, je ne sais pas si vous pensez à d'autres animaux qui ont également un squelette, des muscles et qui peuvent être éventuellement plus performants que l'homme si vous devez courir devant eux dans la jungle. Mais donc, c'est marrant cette espèce d'idéalisme, enfin d'aveuglement en fait, de se dire l'homme il est vraiment parfait quoi. Mais en fait c'est parce qu'il est dans tout le livre en fait, Lamarck il essaie de pousser sa théorie. On sent aussi que c'est quelqu'un qui a été frustré par manque de reconnaissance et donc à plein d'endroits il dit il est impossible de ne pas se ranger à mon avis à propos de ceci. Actuellement on ne m'a pas encore écouté mais les générations futures y viendront. À tout moment en fait il s'exprime sur ce mode là, on sent qu'il a une position un peu dogmatique comme ça, qui provient de pas mal de frustrations, qui corrèle très bien avec ce qu'on sait de sa vie professionnelle. Alors, le dernier élément en fait, qui est nécessaire pour Lamarck, c'est le suivant, c'est que évidemment on a un problème. Si
tous les organismes vont depuis toujours du plus simple vers le plus complexe et évoluent. Si les espèces se transforment, ben comment expliquer qu'il y a encore des espèces simples aujourd'hui? Donc il faut réalimenter cette chaîne en permanence, et ça, ben, il le dit par la génération spontanée. C'est le dernier extrait, l'extrait 8. La nature, à l'aide de la chaleur, de la lumière, de l'électricité et de l'humidité, forme des générations spontanées ou distinctes, à l'extrémité de chaque règne des corps vivants. C'est parce qu'il met deux échelles différentes, une pour les plantes et une pour les animaux. Ça, évidemment, il n'arrive pas à faire une seule échelle de complexité où il met en même temps les plantes et les animaux, c'est trop différent. Mais donc, il n'a pas l'idée que les plantes et les animaux proviennent d'un ancêtre commun. On va voir que Darwin, pour Darwin, c'est pas un problème. Mais pour Lamarck, c'est pas concevable. Parce que comme il doit ranger les choses, il veut que ce soit une échelle linéaire. Bah, là, il tombe sur un problème, bah, il fait deux échelles. C'est pragmatique. Alors il dit, cette proposition est si éloignée de l'idée qu'on s'est formé à cet égard que l'on sera porté longtemps à la rejeter comme une erreur et même à la regarder comme l'un des produits de notre imagination. Donc l'idée de la génération spontanée, en fait, c'est pas tellement éloigné. Il y a beaucoup de gens à l'époque, c'était un grand débat en fait. Hein, on le voit aussi au XVIIIe siècle, c'est pas mal discuté, notamment dans le rêve de d'Alembert, la génération spontanée. Et Diderot défendait la génération spontanée pour une autre raison. Il n'en avait pas besoin pour son modèle économique et pour son modèle évolutif. Lamarck en a besoin pour alimenter sa chaîne qui évolue en permanence du plus simple au plus complexe. Diderot, c'était pour une autre raison, et d'autres penseurs du XVIIIe siècle. C'est parce que la génération spontanée, s'ils arrivaient à la démontrer, montrait qu'il n'y avait pas besoin d'une intervention divine pour créer la vie. Et donc, ils étaient très attachés à l'idée que le vivant puisse naître du non-vivant, de l'inorganique. Alors, je vais encore passer à Darwin, pour vous exposer vraiment les principes fondamentaux de la théorie de Darwin. Après, je vais le faire assez rapidement parce que dans tout ce qu'on va voir ensuite, en fait, comme je vous l'ai dit, Darwin, c'est vraiment le cadre de pensée de l'ensemble de la biologie. Et donc, on reviendra par petites touches au moment où on parlera des mutations, où on reviendra sur la sélection au niveau moléculaire. On posera aussi la question de l'épigénétique et des aspects éventuellement qui peuvent interagir avec une évolution et avec la sélection. Parce qu'en fait, je vous l'annonce déjà, mes collègues qui disent « je suis darwinien parce que je fais de l'épigénétique », dès le moment où ils imaginent... pardon, je suis lamarckien, merci. Donc, mes collègues qui disent « ah, moi je fais de l'épigénétique, donc je suis lamarckien », il y a des personnes qui disent ça. Dès que le moment où on dit « ah, ben, explique-moi alors comment l'épigénèse peut susciter une évolution des organismes », dans la phrase suivante, il parle de sélection. Donc, le cadre de pensée est vraiment darwinien. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison, hein, mais on est vraiment dans un cadre de pensée darwinien. Moi aussi. Alors sur Darwin, donc c'est quelqu'un, bon, la vie de Darwin est très très connue, sans doute la plupart d'entre vous ont déjà entendu quelques mots sur la vie de Darwin, je ne vais pas vous faire toute sa biographie, mais donc il est né en 1809, il est né l'année où Lamarck a publié la philosophie zoologique pour laquelle on le connaît. Et Darwin, c'est un jeune homme de bonne famille, en fait, qui se cultive, qui n'a pas besoin de travailler pour gagner sa vie. Et un jour, il rencontre dans un club de jeunes hommes de bonne famille, un autre jeune homme de bonne famille qui doit partir le lendemain ou qui doit partir dans les jours qui viennent pour faire le tour du monde. Sur un bateau qui s'appelle le Beagle, et ce jeune homme doit devenir le capitaine du Beagle, et il demande à Darwin de l'accompagner. Et en fait, on pense toujours que Darwin faisait ce tour du monde en tant que naturaliste pour observer tout ce qui existait dans l'ensemble des îles qu'il visitait, mais ce n'était pas du tout le cas. Il n'était pas le naturaliste du Beagle, il y avait un autre biologiste qui était naturaliste sur le Beagle, dont c'était la fonction. La fonction de Darwin, c'était de tenir compagnie au capitaine, parce que le capitaine savait que partir 5 ans sur un bateau, ben, c'était extrêmement dur psychologiquement. On ne frayait pas avec l'équipage. À l'époque, on était capitaine d'un bateau anglais. Et donc, il avait besoin de quelqu'un de cultivé pour pouvoir dîner avec lui et parler de choses intéressantes. Donc, Darwin saute sur l'occasion, parce qu'évidemment, c'est une occasion assez unique de voir le monde. Et de fait, pendant 5 ans, il fait un tas d'observations sur tout ce qu'il peut observer sur la nature. C'est un grand naturaliste. Et puis, en 1936, il revient à bord du Beagle, et on sait qu'en 1837, en fait, Darwin avait déjà compris, et il avait déjà sa théorie de l'évolution. Il l'avait déjà formulée, il avait déjà tout compris. Et il publie un livre qui expose cette théorie de l'évolution en 1859, c'est-à-dire 22 ans plus tard. Donc on a quelqu'un qui a compris la réponse à la question que tout le monde se pose à son époque, et que tout le monde se pose depuis quelques décennies, et il met 22 ans à publier son livre. C'est assez intéressant parce que la raison pour laquelle il met ce temps-là,
c'est qu'il veut sans arrêt le perfectionner, parce qu'il sait que ça va être très difficile à faire passer cette théorie. Et donc il veut la consolider. Et il passe, en fait, il passe toute sa vie à travailler sur l'évolution, à décrire les organismes, etc. Et notamment, dans la préface de son livre, à un moment, il publie le livre parce qu'il a failli se faire doubler par un autre chercheur qui s'appelle Wallace, et qui en envoyé un article. Bon, ils étaient dans des sociétés savantes, et en fait, Wallace, qui était à l'étranger, envoie un article en demandant au président de la société savante de le lire, de le communiquer en fait à la société. Et donc là, ce président avertit Darwin et lui dit maintenant il est grand temps que tu publies ton livre, parce que Darwin lui avait donné son livre à lire, parce que sinon ce ne sera pas tes théories. Et donc en même temps, ils écrivent à Wallace pour lui expliquer, pour lui exposer la situation. Wallace était en contact avec Darwin, et Wallace dit je reconnais que Darwin a une préséance là-dessus, et donc il décide de publier simultanément, enfin de communiquer simultanément l'article de Wallace, et Darwin fait un exposé sur sa théorie. Donc, c'est la théorie darwinienne, mais elle était dans les temps, en fait. Elle était dans les temps. Il l'a vu, il avait eu 22 ans plus tôt, et il a traîné jusqu'au moment où, de toute façon, il fallait qu'elle sorte, quoi. C'est intéressant du point de vue de l'histoire des sciences aussi, comme pour les lois de Mendel, qu'en 1865, Mendel découvre quelque chose qui n'intéresse personne à son époque, alors que la revue où il l'a publié était assez largement diffusée dans les bibliothèques européennes. Et puis, en 1901, la même année, il y a 3 groupes indépendants qui refont les mêmes découvertes sur des organismes différents, en partant d'idées différentes, etc., mais qui tombent sur les mêmes lois. Alors, dans le livre de 1859, je vous avertis déjà, Darwin ne parle pas de l'espèce humaine, de l'évolution de l'espèce humaine. Il se garde bien d'en parler pour des raisons de stratégie, parce que il sait déjà que son livre va être une bombe, et de fait, ça a eu cet effet-là. Et donc, il élude un peu le sujet. Et puis il revient dessus dans un autre livre qui s'appelle La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, où il traite de 2 aspects, d'une part l'évolution de l'homme et d'autre part du fait que la sélection ne repose pas uniquement sur la capacité à survivre, mais aussi sur la capacité à séduire des partenaires sexuels. Son livre, je vais vous passer un peu très rapidement la structuration du livre, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un livre qui vise à expliquer l'évolution naturelle. Le premier chapitre, il parle des variations des espèces à l'état domestique. Et puis, il aborde les variations à l'état de la nature. Il présente la lutte pour l'existence, on va voir comment il le définit, et la sélection naturelle. Et puis, il discute des lois de la variation. Et ce qui est très important, c'est qu'il a lui-même un chapitre où il parle des difficultés de sa théorie. Il les expose lui-même. Il dit, voilà les objections qu'on pourrait faire à ma théorie. Alors, c'est stratégique, évidemment, parce qu'il donne les objections, et il donne les contre-arguments, et puis il dit, effectivement, là, ce n'est pas encore tout à fait consolidé, mais il faudrait qu'on progresse dans ces domaines-là. Et il y a un autre article, ici, il y a un autre chapitre, Insuffisance des archives géologiques, où également, là, il dit, pour le moment, on est faible sur ces choses-là, et ça va sans doute s'améliorer, parce qu'on découvre sans arrêt des nouvelles traces fossiles, etc. Bon, donc, quelque chose de très important, c'est la distribution géographique, et qui est en fait une des bases de la spéciation. Mais je préfère vous montrer, plutôt que de faire tout le livre, et puis on n'a pas le temps, l'essence des mécanismes. Et pourquoi il commence par la variation naturelle? Il commence par exemple par décrire les différentes espèces de pigeons. Et il dit, les pigeons, on sait bien qu'ils découlent tous, ils ont été élevés par des éleveurs à partir de la même espèce, qui est le biseau. Mais aujourd'hui, si on donnait à un naturaliste qui n'a jamais vu de pigeon de sa vie, des espèces aussi différentes que celle-ci, celle-là, enfin des variétés aussi différentes que celle-ci, celle-là et celle-là, il n'y a aucun doute qu'il en ferait des espèces différentes sur base des critères morphologiques. Pourtant, on sait que c'est la même espèce, qu'on peut les croiser entre eux, et on sait même exactement comment on les a produites. Et comment les a-t-on produites? Mais donc, il dit que les éleveurs arrivent sans problème à développer dans une espèce domestique les caractères qu'eux trouvent intéressants. Et que ces caractères-là ne sont pas forcément au bénéfice de l'individu. Par exemple, des éleveurs peuvent, au même titre, qui peuvent essayer de développer des pigeons qui vont avoir une énorme collerette, qui va être très, très esthétique pour faire des concours, etc. Mais ça ne va pas contribuer au vol. Alors il y a un cas qui est très connu, c'est pas Darwin, à l'époque de Darwin il n'existait pas, mais il y a un cas qui est très connu d'une espèce domestique où on a développé vraiment des caractéristiques qui vont à l'encontre de l'aptitude de l'espèce elle-même, c'est le bleu-blanc belge. Donc ça c'est des espèces, c'est une variété de vaches, on appelle cul de poulain, c'est une vache viandeuse, et en fait où on a tellement sélectionné sur la production de viande que le veau quand il naît
si on laisse faire si on laisse la vache mettre bas naturellement, ça risque vraiment dans la majorité des cas de susciter des problèmes, de détruire la vache, quoi. Et donc, en Belgique, en fait, on pratique des césariennes. Sur cette variété-là, on pratique, dans 98% des cas, il y a des césariennes. Les 2% restants, c'est quand le système de la vidéo s'est pas mis en marche et que le paysan n'a pas détecté, il n'a pas pu appeler le vétérinaire pour faire la césarienne. Mais donc ça, c'est clair que dans ce cas-là, on développe quelque chose qui est pour l'usage de l'homme et qui va tout à fait à l'encontre du bénéfice de l'animal. Mais ce que ça montre surtout pour Darwin, c'est la plasticité du vivant. C'est cette plasticité qu'en fait... Alors comment il fait l'homme? A priori, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'à chaque génération, il sélectionne parmi les portées les individus qui ont le plus développé le trait qu'il souhaite pousser. Et donc de proche en proche, de génération en génération, on voit qu'il est facile d'augmenter un trait ou de le diminuer au contraire. Et donc Darwin dit que ces variations-là, par contre, elles sont accidentelles. Donc ça, c'est un terme très important. Les variations naturelles sont accidentelles. L'homme peut exercer une sélection après en fonction de son propre projet. Mais les variations sont accidentelles, elles ne sont pas dirigées en fonction de ce que l'homme voudrait. Alors, évidemment, ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'élevage. Et ensuite, il va appliquer la même chose à l'ensemble de la nature, des espèces naturelles. Et le deuxième facteur là-dedans, donc d'une part, il y a des variations accidentelles, et on comprend bien comment dans les espèces domestiques, l'homme peut orienter ensuite l'évolution d'une variété en fonction de ses souhaits. Mais qu'est-ce qui se passe dans la nature en fait? Comment ça se passe dans la nature? Et là, Darwin ajoute une deuxième composante, qui est cette fameuse sélection naturelle, et notamment la lutte pour la survie. Donc là, je pense que ça vaut la peine un petit peu de lire. Et il a été inspiré, dit-il, par Malthus. Alors Malthus, c'est quelqu'un qui avait écrit en 1898 un essai sur la population humaine, dans lequel il mettait en garde contre le fait que les populations humaines avaient tendance à augmenter de façon selon une loi géométrique, c'est-à-dire qu'à chaque génération, on doublait le nombre d'individus. Et notamment, il constatait ça avec les colonies américaines, etc. Mais que par contre, les ressources étaient limitées et que donc on allait vers une catastrophe. Et par ailleurs, en Angleterre, et ça le tracassait encore plus, lui il était pasteur, Malthus, en Angleterre, il constatait qu'il y avait une tendance des pauvres à se reproduire beaucoup plus que les riches et que par contre, ils n'avaient pas de quoi nourrir leurs enfants et que donc au grand banquet de la nature, tout le monde n'avait pas une place pour venir manger. Et donc lui, ce qu'il disait, c'est que dans ce cas-là, ce que faisait la nature, c'est qu'elle ne tardait pas à mettre sa sentence à exécution et à faire disparaître ceux qu'elle n'avait pas invités à ce grand banquet. Et donc la conclusion de Malthus était que pour éviter ça, il fallait mettre en place des politiques de contrôle de la naissance et en particulier les orienter vers les familles qui n'avaient pas la possibilité de nourrir leurs enfants et donc qu'on empêche le mariage des pauvres. Donc ça, Malthus est vu aussi et souvent cité comme un des précurseurs du contrôle des naissances et de l'analyse démographique en fait. Et Darwin dit qu'en fait, il lit l'œuvre de Malthus et que là, il a vraiment une illumination, quoi. Il dit, en octobre 1838, c'est-à-dire 15 mois après avoir entrepris mon enquête systématique, c'est 15 mois après son retour, je me trouvais à lire pour mon amusement l'essai de Malthus sur la population. C'est l'extrait D1, Darwin 1. Étant, de par ma longue observation des habitudes des animaux et des plantes, bien préparé à apprécier la lutte pour l'existence qui existe partout, je fus soudainement frappé par l'idée selon laquelle, dans ces circonstances, les variations favorables tendraient à être préservées et les défavorables à être détruites. Le résultat de ceci serait la formation d'une nouvelle espèce. Dès ce moment, j'avais au moins une théorie sur laquelle travailler. Alors, comment est-ce que ceci va s'appliquer en fait à l'évolution des espèces? Eh bien, l'idée c'est que toutes les espèces en fait produisent trop d'enfants. Les poissons qui produisent des centaines d'œufs. Ils calculent que pour les éléphants, qui ne sont pas spécialement extrêmement... ils ne se reproduisent pas comme les lapins, les éléphants, c'est bien connu. Mais même qu'un couple d'éléphants, si on laissait chaque couple, si tous les enfants des éléphants survivaient jusqu'à l'âge adulte et faisaient des enfants avec
le nombre de descendants moyen des éléphants, eh bien, il y aurait 15 millions d'éléphants en 500 ans. Et puis, ce qu'il dit, c'est que d'autres espèces se reproduisent encore beaucoup, beaucoup plus vite et qu'en fait, il n'y a pas de place sur l'ensemble de la planète pour que ce rythme-là puisse se continuer. Et donc, comment expliquer, quelle est la conséquence, en fait, de cela? La conséquence de cela, c'est que par différents mécanismes, dans chaque espèce, en moyenne, dans une population à l'équilibre, il y a, pour chaque couple de reproducteurs, il y a 2 de leurs descendants, en moyenne, qui vont arriver à l'âge adulte et à l'âge de se reproduire eux-mêmes. Mais ça ne veut pas dire que chaque couple va faire 2 enfants. Il y en a qui vont en faire plus, il y en a qui vont en faire moins. Et donc, ce qu'il dit aussi, c'est que puisqu'on fait plein d'enfants et qu'il n'y en a que quelques-uns qui vont arriver à l'âge adulte, en fait, tous les individus sont engagés dans une lutte pour la survie. Et donc là, le terme lutte pour la survie, ça vaut la peine de mettre 1 ou 2, de les définir, en fait, de lire les définitions de Darwin, parce que c'est un terme qui a été très très souvent mal compris. Et il prend la peine de le définir, justement. Alors, premièrement, la citation D3. Je dois faire remarquer que j'emploie le terme de lutte pour l'existence dans le sens général et métaphorique, ce qui implique les relations mutuelles de dépendance des êtres organisés. Et ce qui est plus important, non seulement la vie de l'individu, mais son aptitude ou sa réussite à laisser des descendants. On peut certainement affirmer que 2 animaux carnivores en temps de famine luttent l'un contre l'autre à qui se procurera les éléments nécessaires à son existence. Mais on arrivera à dire qu'une plante au bord du désert lutte pour l'existence contre la sécheresse, alors qu'il serait plus exact de dire que son existence dépend de l'humidité. On paraît dire plus exactement qu'une plante qui produit annuellement 1 million de graines, sur lesquels une seule en moyenne parvient à se développer et à mourir à son tour, lutte avec les plantes de la même espèce ou d'espèces différentes qui recouvrent déjà le sol. Donc il y a cette idée de lutte, ce n'est pas que c'est un combat de l'un contre l'autre. Il le dit y compris pour des organismes inanimés, il prend la peine de le préciser. Comme il naît beaucoup plus d'individus de chaque espèce qui n'en peut survivre, comme en conséquence la lutte pour l'existence se renouvelle à chaque instant, il s'ensuit que tout être qui varie quelque peu que ce soit, d'une façon qui lui est profitable, a une plus grande chance de survivre. Cet être est l'objet d'une sélection naturelle. En vertu du principe si puissant de l'hérédité, toute variété objet de sélection tendra à propager sa nouvelle forme modifiée. Donc ça, c'est un passage assez crucial. Moi, ce que j'apprécie là-dedans, c'est qu'il y a vraiment une description assez probabiliste. C'est-à-dire que l'idée de Darwin n'est à aucun moment que dans une génération, on va faire une compétition comme pour les grandes écoles en France, et puis qu'on reprend les 500 premiers, et eux, ils vont pouvoir se reproduire, et que les autres, ils vont à la poubelle. Ce n'est pas un concours, quoi. C'est-à-dire, il y a une compétition, il y a une lutte pour l'existence, mais d'abord, c'est une lutte de chacun contre les rigueurs de l'environnement, d'une part, et d'autre part, il y a effectivement de temps en temps, dans certaines espèces, des réels combats entre les individus, mais c'est plutôt l'exception. Les plantes ne se battent pas entre elles, etc. Alors, il explique évidemment, ça explique toutes les choses de façon différente. Donc les mêmes observations que Lamarck fait, Darwin va les interpréter autrement. C'est-à-dire qu'il va baser toute sa théorie sur le fait qu'il y a des modifications, des variations entre les individus qui préexistent et puis qu'elles fournissent le terrain à la sélection naturelle. Et ici aussi, cette sélection naturelle est vue sous un angle où le fait de disposer d'un avantage va simplement augmenter un petit peu la probabilité d'arriver à l'âge adulte et de se reproduire. Ce n'est pas que c'est à chaque coup les meilleurs qui vont se reproduire. C'est important de le dire. On constatera dans beaucoup, donc c'est l'article, c'est l'extrait D5, je passe les premières lignes. On constatera dans beaucoup de livres d'histoire naturelle donnant des relevés de mesures exactes que les individus d'une même espèce diffèrent souvent légèrement par les longueurs relatives à leurs diverses parties. Ces différences proportionnellement fort légères, dues au-delà de la croissance et de la variation, n'ont ni d'importance ni la moindre utilité chez la plupart des espèces. Donc ça, c'est une phrase vraiment importante. C'est qu'ils ne considèrent pas, contrairement à ce qui s'est passé à une dérive du XXe siècle en fait, ils ne considèrent pas que tous les caractères qu'on peut observer ont été vraiment façonnés, taillés au scalpel de la sélection. Au contraire, il dit, moi je trouve cette phrase assez importante, il dit ces différences proportionnellement fort légères, je vous la relis pour le plaisir, ces différences proportionnellement fort légères dues aux lois de la croissance et de la variation n'ont ni d'importance ni la moindre utilité chez la plupart des espèces. Mais en considérant les habitudes probables de la girafe naissante, les choses ont dû se passer autrement,
en ce que les individus ayant une ou plusieurs parties plus allongées qu'à l'ordinaire ont dû en général seuls survivre. Leurs croisements ont donné des descendants, soit héritant des mêmes particularités corporelles, soit d'une tendance à varier de la même manière, tandis que les individus moins favorisés sous les mêmes rapports auront été plus exposés à mourir. Alors, il y a un extrait sur les écureuils que vous avez là, je vais vous le résumer, hein. Mais chez les écureuils, en fait, comment, donc, on va raisonner par étapes. La première étape, c'est, avec ce mécanisme-là, on voit bien, de nouveau, c'est assez facile d'expliquer les girafes, hein. Les organes existent et puis ils changent un peu de taille. Au lieu d'avoir le développement par l'usage et la transmission des caractères acquis, ça repose sur le fait que les variations préexistent et puis qu'il y a une sélection qui opère à chaque génération. Mais en gros, un organe préexistant peut changer de forme. Maintenant, une autre question, c'est comment peut-on former des nouveaux organes? Et donc là, on va regarder un exemple avec les écureuils, il fait aussi un exemple avec les chauves-souris, c'est-à-dire comment des individus qui ne sont pas équipés pour le vol peuvent développer des ailes, des organes du vol. Et pour donc les écureuils, il dit, prenons la famille des écureuils, nous remarquons chez elles une gradation insensible. Donc vous voyez ici un écureuil volant, en fait il ne vole pas vraiment, il plane, mais ici vous avez un écureuil qui n'est pas volant du tout, et puis il y a certains écureuils où on observe ici, sous les aisselles, que la peau est un petit peu étendue comme ça. Il y a un petit triangle de peau. Et donc l'idée de Darwin, je ne vais pas vous lire l'extrait, vous le lirez à votre aise, mais c'est qu'on peut, si on cherche les espèces d'écureuils qu'on connaît, trouver toute une gradation. Et donc l'idée de gradualisme est extrêmement importante pour Darwin. Une gradation de forme entre les écureuils qui sont absolument dépourvus de capacité de voler et ceux qui ont une capacité de planer sur de longues distances. Et ce qu'il compte en fait, je vais quand même vous le lire parce que ce qui compte c'est la façon dont il l'explique. Prenons la famille des écureuils. Nous remarquons chez elle une gradation insensible depuis des animaux dont la queue n'est que légèrement aplatie et d'autres dont la partie postérieure du corps n'est que faiblement dilatée avec la peau des flancs un peu développée, jusqu'à ce qu'on appelle les écureuils volants. Ces derniers ont les membres et même la racine de la queue unis par une membrane qui sert de parachute et qui permet de franchir en fendant l'air d'immenses distances d'un arbre à l'autre. Nous ne pouvons douter que chacune de ces conformations ne soit utile à chaque espèce d'écureuil dans son habitat, soit en lui permettant d'échapper aux oiseaux ou aux animaux carnassiers et de se procurer plus rapidement de la nourriture, soit surtout en amoindrissant le danger des chutes. Et donc l'idée c'est que les écureuils qui ont aujourd'hui ces grandes membranes qui leur permettent de planer sur des très longues distances, toutes les étapes intermédiaires, en fait le fait d'avoir simplement des petites membranes ici, ça permet déjà de stabiliser un tout petit peu les sauts pour des écureuils qui passent en fait leur temps à sauter d'une branche à l'autre. Et donc ça amoindrit le danger des chutes. Il n'y a pas besoin d'être le plus efficace pour échapper aux prédateurs. Ça peut se jouer sur des petites nuances en fait. Mais évidemment, le fait d'échapper une chute, ça peut sauver la vie. C'est déjà pas mal d'être un petit peu plus stable. Alors bon, là on comprend bien un organe qui est assez rudimentaire. On a de la peau et puis ça forme une membrane. Maintenant le grand défi, c'est d'expliquer la complexité et notamment les structures d'yeux. Donc ici je vous montre quelques structures d'yeux. La mouche, drosophile, qui a un œil à facettes, ce qui lui rend cet air très sympathique en fait, c'est que son œil est très différent du nôtre. Et en fait, donc c'est une structure assez complexe, mais ici vous avez l'œil humain, où vous avez également une structure complètement différente, mais qui a la même fonction, la perception visuelle. Vous avez ici un œil de poulpe, et vous voyez que les poulpes, en fait, ils ont un œil qui ressemble fortement à celui des vertébrés. Il ressemble fortement, c'est-à-dire que, je vais vous montrer toutes les choses qu'il y a en commun. On a une rétine, enfin d'une part on a un globe oculaire, dans les deux cas, avec une rétine. Il y a un cristallin qui est une lentille qui permet de focaliser la projection de l'image sur la rétine et qui permet en plus de l'adapter à la distance. On a une cornée qui protège l'œil et entre les deux il y a ici l'humeur aqueuse qui permet, qui a des propriétés mécaniques et optiques qui permettent d'optimiser la perception de la lumière. Et puis il y a un iris dans les deux qui permet de rétrécir ou d'augmenter l'orifice par lequel on laisse passer la lumière et donc de faire une adaptation aux variations d'intensité lumineuse. Donc on a deux structures extrêmement complexes et en fait figurez-vous que ces deux structures sont apparues indépendamment dans l'évolution. Elles sont apparues indépendamment ainsi que l'œil des arthropodes et chez les mollusques eux-mêmes on voit qu'il y a des yeux de complexité différente. Ici vous avez un escargot, donc c'est un mollusque gastéropode et son œil il est là. Oui, il y a une antenne et en fait la fonction essentielle de l'antenne elle a une fonction tactile
Vous avez déjà vu un escargot, hein, si vous touchez son antenne, oups, il la rétracte. Il a une fonction olfactive et elle a une fonction visuelle, mais la structure visuelle est assez rudimentaire et sans doute que les escargots n'ont pas une très bonne vision. Le pétoncle est un mollusque bivalve qui a une structure d'œil complètement différente et avec une membrane réfléchissante à l'arrière de la rétine. Donc la lumière se projette à l'arrière de la rétine et rebondit pour exciter les cellules réceptrices. Donc on a des tas de structures d'yeux qui sont apparues indépendamment dans l'évolution. Et donc Darwin, il s'intéresse à des structures aussi complexes que celle-là, hein, et il dit « Il semble absurde au possible, je le reconnais, de supposer que la sélection naturelle ait pu former l'œil avec toutes ces inimitables dispositions qui permettent d'ajuster le foyer à différentes distances, d'admettre une quantité variable de lumière et de corriger les aberrations sphériques et chromatiques. Lorsqu'on affirma pour la première fois que le Soleil est immobile et que la Terre tourne autour de lui, le sens commun de l'humanité déclara la doctrine fausse. Mais on sait que le vieux dicton « vox populi, vox dei » n'est pas admis en matière de science. La raison nous dit que, si comme cela est certainement le cas, on peut démontrer qu'il existe de nombreuses gradations entre un œil simple et imparfait et un œil complexe et parfait, que chacune de ces gradations étant avantageuse à l'être qu'il possède, et que si en outre l'œil varie quelquefois, et que ces variations sont transmissibles par hérédité, ce qui est également le cas, que si enfin ces variations sont utiles à un animal dans les conditions changeantes de son existence, la difficulté d'admettre qu'un œil complexe et parfait a pu être produit par la sélection naturelle, bien qu'insurmontable pour notre imagination, n'attaque en rien notre théorie. Alors je vais vous montrer un très bel exemple. Donc lui il discute ensuite de l'exemple des articulés, c'est-à-dire les arthropodes, mais on a des très belles séries en fait, enfin séries justement, je vais revenir sur ce concept de série aussi, une dernière mise en garde, donc c'est le dernier exemple que je vais traiter maintenant, aujourd'hui. Donc ici, c'est une figure qui vous montre chez les mollusques différents types d'yeux, et notamment ceci, c'est celui que je vous ai montré précédemment, c'est l'œil de la pieuvre, du poulpe, et puis on voit que il existe aussi des mollusques chez lesquels la vision se limite à quelques cellules photoréceptrices sur l'épiderme. Et donc, sans doute que la vision de ces bestioles-là, c'est limité à pouvoir percevoir une intensité lumineuse. Ils ne peuvent sans doute pas distinguer des formes. Ils peuvent éventuellement savoir l'orientation de la lumière en se tournant et en voyant que c'est moins lumineux ou plus lumineux, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Ensuite, il existe des mollusques où on a un épithélium pigmenté et qui est invaginé. Et donc là, ça permet sans doute un peu mieux de percevoir la direction de la lumière, mais pas de voir des formes, de voir des images. Et puis il y a des mollusques où en fait on a un globe oculaire, en fait. On a l'invagination qui a pris une forme sphérique, et sans doute que là, cette rétine, donc les cellules pigmentées, permettent déjà de collecter une image en sachant, en collectant la lumière qui vient de tous les angles. Et puis il y en a d'autres où on a un fluide cellulaire qui augmente les capacités optiques, qui augmente les propriétés optiques, qui améliore les propriétés optiques. Et puis d'autres mollusques pour lesquels il y a en plus une cornée qui protège cette humeur vitreuse. Et puis on a cet œil extrêmement complexe de la pieuvre. Donc ne fût-ce que chez les mollusques, on observe à peu près tous les stades de complexité que Darwin avait envisagés. Alors une remarque justement sur les séries, il faut se méfier des séries. Et ça, c'est un article très intéressant où ils reprennent le même article dont cette figure-ci est tirée, mais ils disent attention, en fait, au départ, on a tendance à toujours mettre les organismes, à les placer dans des séries de complexité croissante, et ça, on va l'observer aussi chez les gens qui étudient l'évolution de l'homme, c'est toujours trouver la série, le chaînon manquant, etc., comme si l'évolution était linéaire, comme si justement, en dépit du fait que le paradigme sur les mécanismes de l'évolution soit darwinien, il est très difficile de se défaire de cette idée de la complexité croissante et d'une orientation de l'évolution vers l'homme. Et ici, on a la même chose, c'est un biais assez commun, même quand on veut expliquer l'évolution de la complexité de l'œil, on a tendance à organiser les choses et en se disant les plus complexes, en fait, on a un arbre où progressivement, il y a des branches qui se sont distinguées, qui ont formé les choses les plus complexes, mais ce n'est pas comme ça en fait. Il y a des travaux récents basés sur la biologie moléculaire et sur la phylogénie moléculaire qui ont montré que des structures complexes avaient évolué au sein des mollusques plusieurs fois à partir de branches différentes. Alors il est évident qu'il y a une échelle de complexité, mais elle va de ce qu'il y a aujourd'hui à sans doute cet ancêtre-là, qui n'était pas complexe. Évidemment. Mais il n'y a pas
une linéarité comme ça de la complexité synchrone. Il y a une linéarité sans doute de la complexité quand des organes complexes existent aujourd'hui. Généralement, les organes de leurs ancêtres étaient moins complexes. Donc il faut regarder les arbres dans le bon sens. Et je termine en vous montrant maintenant comment, donc on a vu comment on pouvait développer un organe qui existe déjà, créer des nouveaux organes assez simples, rudimentaires, comme des membranes qui permettent de planer, créer des organes complexes, mais comment on forme les espèces. Et en fait, ceci c'est la seule figure du livre de Darwin, et son idée sur la formation des espèces, c'est qu'elles naissent d'une combinaison de ces mécanismes de variation accidentelle, sélection, variation accidentelle, sélection, et de séparation géographique. Et qu'à tout moment, en fait, ici donc c'est un arbre où chaque niveau horizontal représente une époque, c'est un arbre synchrone, ça veut dire que l'homme d'aujourd'hui, il est peut-être ici, et que la souris d'aujourd'hui, elle est ici, et la mouche d'aujourd'hui, elle est là. Tous les individus qui sont au même niveau, c'est simplement qu'ils sont contemporains. Ça ne veut pas dire qu'il y a des plus complexes. Enfin, ce n'est pas une échelle qui va du plus simple, c'est pas un arbre qui va du plus simple au plus complexe. C'est un arbre où chaque niveau correspond simplement à une époque. Et on peut voir ici tous les individus qu'on avait à cette époque-là. Et à chaque époque, en fait, il y a des populations qui vont donner des sous-populations, et ces populations vont se séparer. Elles vont commencer à se multiplier, se reproduire, et puis de temps en temps, il y a des problèmes qui arrivent parce qu'il y en a qui se trouvent dans des conditions de disette ou face à une catastrophe, etc. Et il y a une population qui disparaît. Mais certaines, elles-mêmes, vont donner naissance à d'autres populations, et de temps en temps, deux des populations qui se seront séparées vont accumuler des différences. En accumulant des différences, ça va devenir des variétés, avec des différences phénotypiques, mais encore interfertiles, interfécondes, et puis les différences vont continuer à s'accumuler et à un moment elles seront tellement différentes qu'elles ne pourront plus se reproduire entre elles et on aura une création d'espèces différentes, une formation d'espèces différentes graduellement. Donc il a une vision gradualiste de l'évolution. Alors il faut justement apprendre à un petit peu lire les arbres avec ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que quand on veut regarder la proximité entre des espèces, si on met horizontalement les espèces de la même époque, il faut descendre vers l'ancêtre commun le plus proche et puis remonter. Ceci, c'est un arbre qui a été fait par Haeckel et où on a un graphisme complètement différent, une symbolique complètement différente, où à la place d'avoir un arbre comme ceci, où chaque époque est représentée par un niveau, ici, on a vraiment des niveaux qui représentent des complexités différentes. Et puis, on a un arbre avec un gros tronc, et ce tronc s'oriente vers l'espèce la plus complexe, qu'il appelle Menschen. C'est l'homme qui est au sommet de cet arbre. Mais c'est comme s'il y avait une orientation de l'évolution pour produire l'homme. Donc c'est une déformation, alors que Haeckel était vraiment un admirateur de Darwin. Mais en fait, il y a une mécompréhension du concept, de la nature vraiment fondamentale de cet arbre. Alors ici, vous avez aussi des travaux tout à fait fantaisistes d'anthropologues du XXe siècle qui mettent vraiment dans leur science tous leurs préjugés. Et donc, ils font un arbre où ils essayent d'étudier les divergences entre les différentes espèces, les races d'hommes. Et ce qui est fou, c'est qu'ils font un arbre où l'orang-outan est regroupé avec la race d'hommes jaunes, le chimpanzé avec les hommes blancs et le gorille avec les hommes noirs. Et donc ça veut dire que cet Allemand, M. Hald, se considérait plus proche d'un chimpanzé que d'un homme noir. Donc c'est assez étonnant parce qu'à l'époque, en tout cas, on avait une histoire coloniale suffisante pour savoir que les hommes blancs et les hommes noirs sont relativement interféconds et que leur descendance est relativement fertile. Donc il y a vraiment un aveuglement complet. Voilà. Alors, après Darwin, on ne va pas en parler maintenant, ce n'est pas un cours de biologie évolutive, mais je tiens juste à vous souligner que, évidemment, il faut faire un peu attention. Il y a des difficultés, des questions scientifiques sur l'œuvre de Darwin. Il y a eu ensuite énormément de confirmations, et ça on va le voir pendant le reste du cours, la théorie synthétique de l'évolution, en quoi la génétique a confirmé ce modèle de Darwin. Pas seulement la génétique, la théorie cellulaire, la génétique, la systématique, la génétique des populations, la paléontologie. Alors, plusieurs dangers de surinterprétation de la théorie de l'évolution. Je vous l'ai déjà dit, c'est la vision adaptationniste ou le panglossisme, tout est pour le mieux pendant le meilleur des mondes. La sociobiologie, qui est une dérive des théories évolutionnistes pour expliquer tous les comportements sociaux, y compris ceux de l'humain, uniquement sur base de sélection. Alors le neutralisme, par contre, ce n'est pas une dérive, c'est une réponse à ça. C'est-à-dire c'est une théorie qui est née en 1964 et qui a visé, sur base de modèles mathématiques et d'études de fréquences de gènes dans les populations, à montrer qu'en fait la plupart des gènes sont neutres.
qu'ils ne font pas l'objet de sélection. Et que de toute façon, il est impossible d'avoir une sélection qui opère en même temps sur tous les gènes. Donc c'est une théorie très intéressante. Et évidemment, les transpositions à l'humain, darwinisme social, eugénisme, et plus récemment la psychologie évolutive, qui est une dérive de la sociobiologie. On essaie d'expliquer toutes les caractéristiques psychologiques de l'humain, qu'on décrit d'ailleurs avec des protocoles qui ne convaincraient pas beaucoup les psychologues, c'est-à-dire c'est plutôt des projections de préjugés sur les caractéristiques des relations entre hommes et femmes et des trucs comme ça, et à les expliquer en termes de biologie évolutive. Voilà, je vais laisser la place à vos questions. Un peu la différence entre Darwin et Lamarck. On a vu que chez Lamarck, les modifications ont plutôt lieu liées à l'environnement et peut-être à la volonté. Donc on va se modifier, on va transmettre ses caractères. Et que chez Darwin, ça serait plutôt lié au hasard. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que, quand même, on puisse, pendant ma vie, subir des modifications liées au hasard et quand même les transmettre? C'est-à-dire qu'en fait, la transmission des caractères acquis ne serait pas que compatible avec Lamarck, mais aussi avec Darwin. Okay. Je subis des modifications liées au hasard et pas à l'environnement et à la volonté, mais je les transmets quand même. Et à ce titre-là, il y aurait... Oui, mais justement, là on ne va pas forcément... Alors, c'est une très bonne façon d'introduire la question de l'épigénétique et de la génétique, et ça nous ramène exactement à la conclusion de Nani, dont je vous ai parlé de l'article de 58, qui disait, mais finalement, ça devient de plus en plus complexe de définir ce qui va être l'épigénétique et la génétique. Donc on est en plein cœur de la question. Alors, sur le fait que des modifications, effectivement, il faut distinguer plusieurs choses. La première chose, c'est, est-ce que les variations interviennent de façon, on dirait aujourd'hui, aléatoire, au hasard? Darwin utilisait accidentelles, hein, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas orientées. Alors je pense que ça c'est une première question. La deuxième question, c'est effectivement l'orientation, et il y a eu des tas de discussions, notamment on y reviendra après les parties sur la biologie moléculaire, parce qu'on a découvert à certains moments qu'il y avait des endroits du génome des bactéries qui étaient plus sujets à mutation que d'autres. Alors on disait, tiens, est-ce qu'il y a une orientation des mutations? Mais ce n'est pas une orientation au sens de Lamarck, c'est-à-dire, ce n'est pas une orientation où la modification de l'organisme se ferait dans la direction qui va lui permettre de répondre aux circonstances dans lesquelles elle se trouve. Donc ça va être une exigence, si on veut parler de Lamarck, de dire, il ne suffit pas qu'il y ait quelque chose qui soit aléatoire, mais où il y ait plus de probabilité de tomber dans cette région-ci que dans celle-là. Pour pouvoir dire Lamarck, qu'on est dans un paradigme lamarckien, il faut vraiment qu'il y ait une orientation avec une tension vers la chose utile. Hein. Maintenant, est-ce que des modifications qui vont arriver dans le corps de l'individu pendant sa vie et qui sont transmises, on va dire que c'est une transmission des caractères acquis? Alors évidemment, une mutation dans les cellules germinales, les gamètes, elle va se transmettre aux descendants, et c'est un des mécanismes. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des risques en mettant, d'une part en consommant des choses toxiques, en se soumettant à des radiations, à certaines ondes. Il y a des choses qu'il vaut mieux pas mettre dans sa poche toute la journée. C'est encore débattu, mais donc ces choses-là, ça va susciter des modifications génétiques. Dans le débat sur la génétique ou l'épigénétique, on ne va pas les considérer comme quelque chose qui va être épigénétique, parce que là, ça va susciter des modifications de la séquence primaire de l'ADN dans les gamètes. Et donc, puisque dans les gamètes, on aura modifié la séquence de l'ADN, on va dire là, on a une modification génétique. Et dans les mécanismes de modification génétique, il y a des tas de raisons pour lesquelles l'ADN peut changer, ça on les verra dans des séances prochaines. Ceci dit, ça ne répond pas vraiment à la question. Qu'est-ce que c'est qu'une modification acquise, quoi? Dans le sens de Lamarck, c'est vraiment une caractéristique qui a été acquise par l'effort. Maintenant, dans le sens des épigénéticiens, ils vont dire non, c'est une modification qui a été acquise par un effet de l'environnement, mais on va mettre la distinction, aujourd'hui en tout cas, à partir de 89, je pense, on a mis la distinction sur est-ce que ça modifie ou pas la séquence primaire de l'ADN. Ça va être ce qu'on va considérer comme le critère qui détermine cette frontière dont Nani disait qu'elle n'était pas si évidente à établir entre le génétique et l'épigénétique. Oui, Franck.
Tu as parlé, il me semble que tu as parlé de variations accidentelles. Oui, de variations accidentelles. Et il me semble que tu as dit aussi variations préétablies, préexistantes. Ah, préexistantes, ok, oui. Alors, la variation, donc pour Darwin et pour la biologie du XXe siècle, les variations effectivement sont accidentelles dans la bouche de Darwin. Aujourd'hui, on dit aléatoire. Le mot aléatoire n'est pas évident, il n'est pas simple. Mais donc, en tout cas, on va considérer qu'elles arrivent indépendamment de l'effet qu'elles pourraient avoir. Le fait qu'elles soient préexistantes, il faut voir préexistantes à quoi? C'est préexistante à la sélection. Et donc, je vous montrerai la fois prochaine, parce que la question se posait, est-ce que les mutations sont causées par l'agent sélectif, et donc où elles pourraient être orientées en fonction de la réponse qu'elle pourrait lui conférer, ou bien est-ce qu'elles préexistent à l'effet de la sélection? Et il y a eu des très belles expériences sur les bactéries, avec la résistance aux antibiotiques, qui ont montré qu'en fait, dans une population bactérienne, au moment où on met un antibiotique, ce n'est pas l'antibiotique qui crée la mutation. Les mutations sont là dans la population, simplement elles n'ont pas d'effet, mais au moment où on met l'antibiotique, on sélectionne celles qui, par hasard, avaient déjà la mutation. C'était très clair parce que tu as donné une définition claire de l'épigénétique sans ambiguïté, en la mettant bien du côté, si j'ai bien compris, du biologique. Oui. C'est pour ça qu'on est dans quelque chose Oui. de défini. Donc ça c'est un choix, hein, puisqu'effectivement, et je crois que c'est important effectivement de clarifier ça, parce qu'il y a un flou. Il y a un flou qui est un peu cultivé, parce qu'il fait l'intérêt d'une part, il y a un intérêt médiatique, et puis un intérêt de certains scientifiques qui jouent un peu sur cette vague-là. Donc je crois que c'est très important de distinguer. Alors, à un point tel que le mot est devenu tellement compliqué que finalement, une proposition que fait aussi Edith Hurt, elle m'a dit ça récemment, elle disait finalement, c'est une spécialiste, c'est la grande spécialiste de l'épigénétique qui donne des cours depuis 2013 au Collège de France, tous ces cours sont accessibles en vidéo, et elle disait finalement j'hésite presque à utiliser le mot épigénétique parce que tout le monde l'utilise finalement dans tous les sens, et peut-être qu'on doit revenir à décrire les choses avec les mots opérationnels, c'est-à-dire transmission héréditaire de caractère, plasticité phénotypique, adaptation de l'individu à son environnement, adaptation évolutive. Et si on définit les choses simplement en parlant de ce qu'on peut observer, de ce qu'on peut tester, de ce qu'on peut expérimenter, alors peut-être qu'on s'affranchit un peu de cette ambiguïté sur le mot épigénétique. Maintenant, les concepts sont difficiles à définir en biologie de façon générale. Le mot gène, par exemple, il a été défini depuis 1912 par Johansen, mais en fait, il a fait l'objet d'une évolution pendant le XXe siècle. Au fur et à mesure qu'on découvrait les mécanismes qui présidaient à la transmission des caractères, à la transmission génétique, la définition du gène a changé. Et aujourd'hui encore, si on parle d'un gène à des gens qui travaillent chez les bactéries, ils ne vont pas penser la même chose que si on parle d'un gène à des gens qui travaillent sur la drosophile et qui sont généticiens, ou à des gens qui font, si on parle à des biologistes moléculaires, qui travaillent sur une souris. Si on leur dit définissez un gène, j'ai fait cet exercice plusieurs fois dans ma vie, ils vous donnent des définitions différentes qui sont liées à leurs approches expérimentales du vivant et à la façon dont ils peuvent questionner le vivant. Mais pas tellement au niveau de la structure ou de la hiérarchie de la structure. Non, c'est par exemple que le biologiste moléculaire définit le gène par soit, il y en a beaucoup qui définissent une séquence codante, parce qu'ils oublient que tous les gènes ne font pas des protéines. Et donc après on discute un peu, ils disent ah mais non, alors c'est peut-être une région qui produit un ARN. Mais chez les gens qui travaillent chez la drosophile, il y a des régions qui sont en dehors de la partie qui est transcrite et qui interviennent dans la régulation. On va voir ça la fois prochaine, donc ça clarifiera. Et les généticiens, quand ils caractérisaient les gènes, c'était sur base du phénotype. Et donc dès le moment où il y a une région où il y a un phénotype, ça fait partie du gène. Et donc les régions qu'on appelle en génomique intergéniques, elles sont géniques pour le généticien, mais pour les génomiciens, elles sont intergéniques. Donc c'est vraiment une question où on comprend très très bien pourquoi le même mot a des définitions différentes selon la manière qu'on a d'investiguer le vivant. Si on fait des expériences génétiques, si on fait une caractérisation de la séquence. Ouais, juste une précision, là, si j'ai bien compris. La génétique, c'est le génome uniquement, et l'épigénétique, c'est le génome plus un phénomène. Donc il y a une formule arithmétique qui est dans le deuxième, mais qui n'est pas dans la première. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, la formule. En fait, l'article de Waddington, la première phrase, il dit que en fait, le biologiste aimerait pouvoir décrire exactement ce que tu dis, la formule, il utilise le mot de formule, il aimerait pouvoir décrire ce que produit le génome
par une formule au même titre que les chimistes sont capables de décrire les réactions par des formules. Donc ça, bon, en 42, hein, j'aimerais bien faire ça. On aimerait bien arriver à ça. Aujourd'hui, on n'avait pas... Ouais. Arithmétique, c'est un peu fort. Non, c'est plutôt que c'est des processus. C'est-à-dire c'est des processus causaux où l'ADN, hein, on verra, c'est vraiment l'objet de la séance prochaine, mais où l'ADN, en fait, est porteur d'informations. Et ce qui est l'information dans l'ADN, c'est la succession des bases, des résidus, des nucléotides. Donc cette succession, elle contient de l'information. Et puis, une des conséquences de ça, c'est qu'il y a des protéines qui vont, entre guillemets, lire cet ADN. En particulier, plus précisément, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont catalyser la formation d'une autre molécule qui s'appelle l'ARN. Cette molécule d'ARN va servir de modèle pour former des protéines. Et ces protéines elles-mêmes vont avoir des activités, par exemple d'enzymes, des activités de transporter des molécules entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule, des activités de faire communiquer une cellule avec les cellules voisines, des activités hormonales, c'est-à-dire qu'une cellule va produire une protéine, et puis cette protéine va circuler dans le sang et va aller activer quelque chose à distance. Tout ça, c'est des protéines ou d'autres molécules qui sont elles-mêmes produites par des protéines qui le font. Et en fait, c'est tout ça qui se passe à partir du génome. Et donc, ce qu'on va appeler épigénotype, on pourrait dire c'est ce qui est au-dessus du génome, ou bien ce qui chronologiquement vient après le génome. Alors du fait que ce soit arithmétique, c'est un grand mot, parce qu'on n'est pas capable de décrire ça comme une équation aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une succession de phénomènes et de processus avec chaque fois une relation de cause à effet entre une étape et l'étape suivante. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bon. Eh bien, on se retrouve donc la semaine prochaine où on va un petit peu regarder les mécanismes qui permettent à ces phénomènes justement de se manifester. Merci.